Mesdames, Messieurs, bonjour. Je permettrai tout d'abord de remercier l'Université de Cergy-Pontoise qui a bien voulu que ce colloque, Futur composé, ait lieu dans cet amphithéâtre. Amphithéâtre dans lequel j'ai eu le plaisir de m'exprimer à la même tribune face au cadre du Conseil général lors de notre séminaire annuel de cadrans. Donc on finit par prendre nos habitudes ici. Merci encore d'accueillir cette journée de séminaire qui était importante pour l'ensemble des agents du Conseil général et de nous avoir à nouveau réservé cet amphithéâtre aujourd'hui. Ce colloque est à mes yeux important puisqu'il nous propose la tâche délicate mais ô combien nécessaire d'inventer les services publics de demain. Je veux remercier celles et ceux qui ont répondu présents à ces vastes travaux de réflexion que le Conseil général a souhaité leur proposer. Je tiens également à saluer la mobilisation de l'ensemble du Conseil général pour l'organisation de cette journée. Enfin, il me faut également chaleureusement remercier l'ensemble des intervenants et des professionnels qui nous feront l'honneur d'éclairer nos échanges. Il est vrai que les mots innovation et administration, s'ils riment facilement, n'ont pas pour autant l'habitude d'être systématiquement associés. Dans l'inconscient collectif de nos concitoyens, administration, ça évoque plutôt rigidité, lourdeur, délai. Et puisque nous sommes rassemblés dans une université, lieu par excellence de liberté de parole, je me risquerais peut-être à admettre que les situations kafkaïennes ne nous sont pas totalement étrangères. Il est vrai que les élus sont le réceptacle ultime des manifestations du public et que la lecture quotidienne du courrier qui nous est adressé par les Valdoisiennes et les Valdoisiens nous réserve évidemment toutes les situations qui ne peuvent pas être traitées ou qui ont été mal comprises aussi, c'est souvent le cas, par les administrés. Or, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, qui est marqué par l'interrogation de nos concitoyens sur les grands équilibres économiques et territoriaux du pays, sur le service rendu par le service public au regard de l'impôt et des moyens qu'il lui consacre, la persistance de ces difficultés pourrait fragiliser le lien social et démocratique. J'ai relevé les résultats d'un sondage paru en décembre 2013 qui indiquait un basculement dans l'opinion française. 61% des Français estiment désormais nécessaire de faire des économies budgétaires, quitte à fermer certains services publics, alors que jusqu'ici, ils étaient plutôt partagés 50-50 sur cette question. Alors évidemment, ce n'est qu'un sondage, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a, ce n'est qu'une intention, mais quand même, cela traduit un changement dans la perception de ces questions. Comment donc ne pas placer au cœur de l'action publique l'innovation dans ce qu'elle a de plus concret, améliorer le coût, la qualité et le délai dans lequel le service est rendu. Ce sont bien ces objectifs qui nous mobilisent et qui ont permis aujourd'hui d'améliorer déjà les dispositifs de promotion de la santé auprès des jeunes et de diviser de moitié les délais d'instruction des dossiers à la Maison départementale des personnes handicapées, tout en améliorant la satisfaction des usagers. Donc là, nous avons déjà un retour concret, important, stratégique même pour le département, des actions d'innovation que nous avons voulu mener. Inventer de nouvelles solutions, imaginer une prise en charge des visiteurs dès l'entrée dans la maison, sans salle d'attente, sans ticket, le fameux ticket que nous souhaiterions réserver aux autres administrations avant de les en voir disparaître, diriger l'administré immédiatement vers un interlocuteur adapté, disponible à chaque moment de la journée, cela peut paraître étonnant, mais c'est possible. Pour arriver à ce résultat, il nous faut travailler avec l'usager, le bénéficiaire, les agents du Conseil général qui sont à leur contact chaque jour. La conception de l'innovation qui est portée par notre collectivité n'est pas simplement une méthode de travail parmi d'autres ou une mode managériale. Il s'agit d'abord d'introduire de nouvelles démarches, dont le design de service, auprès de la logistique, du contrôle de gestion
ou de l'amélioration de la qualité de vie au travail et de mobiliser autour de ces démarches novatrices les agents du Conseil général et l'ensemble de nos partenaires. Évidemment, l'innovation ne se décrète pas. C'est le fruit d'un long processus de maturation et de remise en question de nos habitudes et de nos modes de travail. Alors Descartes nous a appris que nous sommes parce que nous pensons. Dans le contexte que j'ai dépeint et que vous connaissez, les acteurs publics ne doivent pas craindre de repenser leurs dispositifs pour continuer d'exister comme de véritables services pour nos concitoyens. Je crois qu'il ne nous faut pas être frileux et que nous devons même questionner l'évidence. Notre collectivité est prête à oser l'innovation, elle l'a déjà montré, afin de faire progresser les services que nous rendons à nos concitoyens. Je souhaite, et je suis sûr que ce colloque nous permettra de marcher ensemble plus loin dans cette voie. Et pour cela, je vous souhaite une excellente journée de travail. Merci. Merci. Merci à Arnaud Bazin, président du Conseil général. Alors, on va tout de suite découvrir le résultat du quiz. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé entre répondre aux nouveaux besoins des populations, moderniser les organisations et les méthodes, et 3, optimiser l'utilisation des ressources financières? Eh bien, aucun des 3, puisque c'est pas du tout ça. D'accord. Alors, puisque là, c'est une autre question. Donc, selon vous, c'est pas grave, hein, on va la découvrir. Elle est très intéressante, celle-ci aussi, de questions, et d'autant plus la réponse. Alors, est-ce qu'on peut revoir les réponses à cette question? Voilà, donc l'innovation dans le Val d'Oise, c'est une marque de fabrique, un véritable moteur pour le territoire à 60%, un axe de développement qui commence à être sérieusement envisagé. Très bien. Bon, l'autre question, on la refera après, hein. C'est pas grave. Alors, on devait accueillir tout de suite notre premier intervenant, mais comme vous le savez, je pense que vous en avez aussi souffert, les transports en commun ont quelque peu ralenti sa progression vers ce beau département du Val d'Oise et cette agglomération de Cergy-Pontoise. Donc, je vais demander à nos intervenants de la table ronde de bien vouloir me rejoindre en les remerciant de changer le programme de dernière minute. Si vous avez des slides, j'ai pour vous ce petit outil qui s'appelle une télécommande de PowerPoint, qui est très pratique. Donc, Serge Dobel du Conseil général du service innovation pilote les PowerPoint à distance, mais vous pouvez prendre la main dessus, les petites flèches pour aller en arrière ou aller en avant dans votre PowerPoint. Alors, merci aux intervenants de se rapprocher donc de cette table ronde, en espérant qu'ils aient pu tous arriver dans les temps. Alors, je vais vous les présenter. Donc, cette table ronde, c'est une table ronde sur l'innovation dans les services publics, comment diffuser l'innovation. Donc, avec nous, pour représenter le programme Futur Public, Maxime Barbier du SGMAP. C'est le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique et donc qui a lancé le programme Futur Public, et vous êtes chef de projet innovation et relations usagers. On a avec nous Michel Arnaudiès de la DGCS, c'est la Direction générale de la cohésion sociale, et vous êtes chargé de la mission innovation sociale et vous pilotez le programme expérimental de soutien à l'innovation sociale. À vos côtés, Maxime Forest de l'agence Yellow Window. Vous êtes chef de projet innovation sociale et vous avez travaillé donc avec Michel Arnaudiès sur le programme expérimental de soutien à l'innovation sociale qu'on présentera dans quelques instants. Et enfin, Loïc Remeau de Pôle emploi. Vous êtes responsable du département innovation et prospective à Pôle emploi. Et aujourd'hui même, ce 12 juin, vos agents sont conviés pour la première fois à un grand forum virtuel des bonnes pratiques, et ça fait partie donc de la modernisation dont on parlait à l'instant et qu'on va développer tout de suite maintenant. Et nous rejoindra donc dans quelques instants notre conférencier Sadik Filipovic, qui est par ailleurs intervenant à l'ESSEC. Alors on va commencer avec Maxime Barbier du SGMAP, donc le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Donc le gouvernement, je l'ai dit, a mis en place le programme Futur Public. Le but du programme, pour commencer, c'est bien de moderniser l'action publique, hein, c'est ça? Oui, je vous rassure. Hein, on est bien d'accord.
Bon. Et l'objectif du programme, c'est de diffuser cette nouvelle culture auprès des agents publics. Donc, c'est une nouvelle culture de l'innovation. Vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Nous étions présents déjà l'année dernière pour les premiers futurs composés. Alors, vous voyez, nous, on a ces futurs publics. Je ne sais pas qui a copié qui, mais c'est déjà... On dit souvent que ce n'est pas de l'innovation de copier ou de refondre. Moi, je vous dis que c'est de l'innovation, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. En tout cas, merci encore pour cette invitation. Je vais vous parler de futur public et puis peut-être plus globalement par rapport à notre positionnement au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, un peu de notre vision sur le développement de l'innovation et sur la diffusion d'une culture de l'innovation. Je dirais aussi que je ne suis pas très à l'aise de parler de culture de l'innovation. Je parle plutôt de culture administrative et de comment elle peut être enrichie d'approches issues de l'innovation. Avant cela, je voulais vous raconter une anecdote. C'est celle que j'ai vécue il y a le 9 septembre 2011. J'ai reçu un message de François B. François B, c'est un policier qui avait été invité à participer à un colloque sur l'innovation. Ça s'appelait le Carrefour Adminov, qui visait à présenter des pratiques innovantes dans les différents ministères et collectivités. Et ce monsieur, il avait fait quelque chose de génial, qui était un dispositif de modélisation 3D des scènes de crime, donc qui permettait de véritablement améliorer le travail de la police. Et je reçois ce message. « Bonjour monsieur, je vous informe que la direction du laboratoire de police scientifique 2 d'une grande ville du Nord, entre parenthèses, dont la chef est Madame JS, a refusé la mission concernant le Carrefour Adminov. Mon collègue, Olivier F., a tenté sans succès de la sensibiliser à l'importance de cet événement. La décision est cependant restée ferme et définitive. Pourriez-vous informer vos collègues de cette situation que je regrette profondément, avec mes excuses pour ce contre-ordre. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous rencontrer dans d'autres occasions, bien cordialement, François B. » Voilà, c'est exactement ça qui est l'inverse de la culture de l'innovation. Bon, l'histoire dit qu'il est quand même venu, on a fait un lobbying intense, et ça a dû mobiliser le secrétaire général du ministère de l'Intérieur pour accepter cette mission. Tout ça pour dire qu'on part de loin. On part de loin dans l'administration, et Arnaud Bazin le disait au tout départ, évidemment, entre administration et innovation, c'est deux cultures qui peuvent paraître paradoxales. L'administration est pyramidale, l'innovation elle est transversale et très ouverte. L'administration elle est garante de l'égalité sur le territoire, même service pour tout le monde, service public unifié, alors que l'innovation elle est locale, distribuée et très spécifique. L'administration elle est garante aussi de l'égalité entre les agents. On ne fait pas de différence, alors que pourtant l'innovation elle est distinctive, elle est participative, elle révèle des innovateurs, des gens qui prennent des initiatives. Et puis elle est garante, l'administration, du respect des normes et des procédures. Alors que l'innovation, c'est l'inverse. On est dans des logiques d'amélioration, soit d'amélioration opérationnelle, très concrète, très opérationnelle, soit sur des changements plus radicaux. Donc en fait, tout nous oppose, en fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc on part de loin. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place au SGMAP, et puis mes collègues décriront à Pôle emploi ou à la DGCS leurs initiatives qui sont exemplaires. On a mis en place un programme pour soutenir l'innovation. C'est le programme Futur Public, qui est un programme interministériel, j'oserais presque dire interadministration. Alors, soyons modestes quand même, mais qui a deux ambitions qui me paraissent importantes pour installer un peu plus l'innovation au sein de la conception des politiques publiques et dans le fonctionnement administratif. Ces deux éléments complémentaires, c'est se donner une capacité d'expérimentation, de changement radical, de transformation significative de l'action publique. Et ça, on le fait via un dispositif de type laboratoire qui est assez similaire à ZIP 95, qui fait le pari en un temps
limité de 6 à 8 mois d'expérimenter sur un ou plusieurs terrains des changements significatifs sur des politiques publiques à fort enjeu. Donc ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, on en avait déjà parlé auparavant, mais en tout cas, ça fonctionne par cycle d'expérimentation sur des politiques publiques majeures. Donc nous avons à l'heure actuelle nous sommes dans un premier cycle d'expérimentation sur des projets autour du handicap, autour de l'éducation, autour du recours aux prestations sociales et autour de l'accès aux services du public de proximité dont je parlerai tout à l'heure. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Mais en fait, c'est surtout sur la deuxième partie que je voulais intervenir, qui est complémentaire. C'est-à-dire que le laboratoire, on est vraiment sur le court terme, sur la démonstration, sur la façon de transformer significativement l'action publique. L'écosystème, la culture de l'innovation, c'est plus du long cours, de la longue haleine. C'est comment on crée des conditions pour justement influer sur cette culture administrative qui est celle que l'on décrivait tout à l'heure. Et pour cela, c'est créer les conditions de la prise d'initiative, de l'innovation. Et j'ai choisi, alors évidemment, intervenir sur ça, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai choisi 6 points, 6 ruptures, 6 changements un peu radicaux que l'on essaie de mettre en place au niveau avec Futur Public et en lien avec les ministères avec qui on travaille. Et je vais vous les décrire un par un. Je crois que j'avais juste une slide, donc ça ne marche pas. Hop. Ah. Voilà. Le premier, en fait, finalement, si on parlait de culture de l'innovation, c'est déjà une culture de la transformation. Et pour cela, il faut changer de posture, selon moi, véritablement se décentrer par rapport à la façon dont on faire un pas de côté, de la façon dont on conduisait habituellement les projets dans l'administration. Je vous donne un exemple. Le gouvernement, il y a un peu plus d'1 an, a décidé de déployer sur le territoire 1000 maisons de services au public. C'est un projet gigantesque, colossal. La façon de le faire, il y a quelques années, ça aurait été de le construire de Paris, avec des directions interministérielles qui ont des noms aussi incompréhensibles que le SGMAP, avec des cahiers des charges, des boîtes à outils, des choses à déployer, etc., sans avoir jamais pris l'avis du terrain. Et ça, en disant, bah voilà, on envoie sur 1000 localisations, et puis charge à vous de le déployer, sans savoir si on répond à un besoin des usagers et à une capacité de l'administration de le mettre en place. La rupture que l'on intègre, c'est de construire complètement différemment les projets. C'est dès le départ éviter des phases de conception qui durent très longtemps, des cahiers des charges, mais c'est de tout de suite aller, par une immersion sur le terrain, construire le projet avec les acteurs, par du prototypage rapide, par les apports notamment du design. Concrètement, sur ce projet, nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire qui s'est déployée sur une période de 3 mois à Cluny dans un relais service public pour étudier des nouvelles façons de délivrer les services publics, des nouvelles façons de créer des ponts entre les différentes administrations, donc la CAF, Pôle emploi, l'assurance maladie, les services de l'État. Et c'est par ce biais, par la façon d'aller tout de suite sur le terrain et finalement pas rester 3 ou 4 mois à Paris et à construire des dispositifs qui ne seront pas forcément opérants et opérationnels, mais d'aller prototyper directement des solutions comme des solutions alternatives aux visio-guichets, qui sont des choses assez simples, qui sont juste des iPads connectés qui permettent de faire de la visioconférence à bas coût avec les différents services administratifs. Donc ça permet aux usagers tout simplement de ne pas se déplacer ou d'éviter d'utiliser des visio-guichets qui ne marchent pas et qui sont très coûteux. Donc voilà, c'est une façon en fait dès le départ d'aller sur le terrain, dès le départ d'avoir un retour utilisateur et surtout de documenter ce qui va être le projet national. Donc là, il y a un enjeu
de faire cet aller-retour en permanence entre le niveau local et le niveau national tout au long de cette expérimentation. Et derrière, ça permet de construire des modèles, différents modèles qui pourront être appliqués dans le cadre des 1000 maisons de service au public. Et évidemment, changement de posture, je vais être très rapide, mais c'est une petite révolution pour ceux qui entreprennent cela, que ce soit pour les chefs de projet, qui se retrouvent à vivre 3 semaines non-stop, 24 heures sur 24, à Cluny, avec des designers, avec des sociologues, avec le médiateur du relais service public. Enfin, voilà, ça paraît évident, mais c'est des choses qui n'étaient pas faites et qui sont très vertueuses et qui est une première rupture que je voulais mettre en exergue. La deuxième, c'est la réplication. Je pense que c'est important de dire que... Répliquer, c'est pas généraliser. C'est une alternative, ou en tout cas, c'est une façon de généraliser plus intelligente. Quand je parle de réplication, en fait, grosso modo, on arrive assez facilement à recueillir les idées du terrain. C'est extrêmement riche, il y a plein d'initiatives locales, de bonnes pratiques. Ça, c'est pas très dur. On a des dispositifs de remontée directe qui permettent de contourner le filtre hiérarchique, des dispositifs type prix de l'innovation. On arrive assez bien à faire des expérimentations, donc plutôt décider du haut, justement par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, et aller expérimenter. Qu'est-ce qu'on fait après ? Et je pense que s'il y a une autre rupture à intégrer, c'est inciter à la réplication. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, avoir une peur du not invented here. De se dire, bah, attendez, dans tel département, vous avez mis ça en place, pourquoi je mettrais ça en place ? Je ne vais pas le copier, c'est pas possible. J'aime bien utiliser l'exemple d'Air France Industrie qui avait mis en place un dispositif d'innovation qui s'appelle Copier, c'est gagner, qui était très simple, qui suffisait pour une personne d'un service à aller identifier ce qui se faisait de bien dans un autre service ou dans une autre entreprise et de le répliquer. Voilà. Et ça, c'est de l'innovation. On croit souvent que ce n'est pas de l'innovation, mais si, parce que derrière, il y a quand même de l'adaptation. Alors, il faut qu'on trouve les mécanismes d'incitation à la réplication. Je vais vous en citer quelques-uns, parce qu'on y a réfléchi avec un certain nombre de ministères, et ça va être mis en œuvre là, dans les mois à venir. On va intégrer dans les prix de l'innovation qui existent un challenge réplication. Un challenge réplication à l'attention des agents et des managers qui ont souvent été contournés dans les dispositifs de remontée des idées pour mettre en œuvre, plus largement les innovations locales uniques qui ont émergé. Autre chose, on va surpondérer aussi la dimension réplicabilité dans l'évaluation des dossiers, des prix, des innovations qui nous arrivent. Parfois, on a tendance à regarder juste le bénéfice local, le bénéfice que ça a apporté. Ben là, dès le départ, on va mettre le porteur de projet dans cette optique de réplication. Et même, on va essayer d'aller plus loin avec lui, c'est-à-dire que la personne qui est porteur de projet innovant, eh bien, on va l'encourager à être l'acteur de la réplication. Là, justement, on va faire ça avec l'éducation nationale, qui va consister, en fait, une fois qu'il y a une bonne pratique éducative, pédagogique qui a été mise en place, eh bien, de suggérer, on ne peut pas forcément aller plus loin, à cette personne, donc, qui est porteur de projet, de proposer d'autres terrains d'expérimentation et de réplication, histoire d'être un peu le passeur ou l'ambassadeur, et donc un peu de se mouiller et de prendre cette initiative. Autre chose, dans la façon dont on conduit la réplication, en fait, c'est ce qu'on a appris dans un projet que l'on est en train de mener actuellement dans 3 collèges en France, un à Paris, un en Aquitaine et un en Bretagne. C'est dans le cadre de l'opération Collège Connecté du ministère de l'Éducation nationale. Et bien en fait, on s'est immergé de la même façon pendant une période un peu plus longue, 6 mois, avec une équipe pluridisciplinaire, surtout plutôt ancrés chercheurs, avec des anthropologues des usages du numérique. Moi, je ne savais pas ce que c'était avant, mais en fait, c'est des gens qui nous ont aidés à comprendre les dynamiques d'adoption du numérique par les enseignants et par l'ensemble de la communauté éducative, et également par les élèves. Et en fait, ce que ça nous apprend, c'est que déjà, on voit que ça fait émerger un certain nombre de profils d'enseignants, de rapports au numérique. Donc on a les attentistes, on a les catalyseurs, les gens qui justement, dans leur environnement éducatif, aiment promouvoir leurs pratiques pédagogiques qui utilisent du numérique. On a les
non utilisateurs revendiqués, donc ça c'est les réfractaires, et puis on a les utilisateurs solitaires, ceux qui font des trucs mais ils ne veulent absolument pas en parler. Et en fait, de comprendre ça, de comprendre les ressorts de ces pratiques et de ces attitudes vis-à-vis du numérique, eh bien en fait, ce que l'on a mis au jour, c'est non pas des bonnes pratiques ou des façons d'utiliser un tableau numérique, d'utiliser un iPad en cours ou d'utiliser son ordinateur, mais ce sont des pratiques et des façons d'intégrer le numérique dans les cours. Et ce que l'on va déployer, dupliquer, ce ne sont pas des modèles, des processus, des procédures, mais ce sont des pratiques. Et donc du coup, c'est toute la difficulté, c'est qu'on est sur du personnel et d'interpersonnel, et donc c'est bien, des sur les gens et sur la conduite du changement qu'il faut agir. Donc voilà. Alors là, je vais être très rapide et je pense que Loïc Remeau en parlera mieux que moi. Il y a tout un enjeu à créer de la transversalité et de créer une rupture dans l'approche collaborative. Bon, on en parle assez souvent. Je vais juste citer, malheureusement, je ne peux pas les détailler, mais on voit qu'on a un certain nombre d'outils ou de dispositifs ou de leviers qui nous permettent d'intégrer plus de collaboratifs dans le fonctionnement des administrations et dans la relation aux usagers et aux différentes parties prenantes. Les réseaux sociaux d'entreprise, on pourra en reparler tout à l'heure si vous souhaitez. On a conduit une étude justement avec plusieurs ministères pour promouvoir les usages innovants des RSE, les logiques de consultation auprès des agents, auprès des usagers. Là, je fais un petit stop pour dire qu'on a mis en place une plateforme collaborative qui s'appelle Faire Simple. Donc, c'est un dispositif de remontée de propositions pour les usagers ou pour les agents. Mais ce qui est assez sympa, en fait, qui est assez nouveau, c'est qu'on a créé un espace de co-design de solutions qui permettent, sur une problématique donnée, sur un texte réglementaire, sur un projet, de co-construire la solution avec les différentes parties prenantes. Et ça, c'est des petites révolutions au quotidien qu'on essaie d'installer. Ça, Loïc, je sais, en parlera. On veut me faire aller un petit peu plus vite. Juste autour des logiques de coworking et de lieux pour l'innovation. Tu en parleras. Donc bon, je peux passer. Un autre sujet, là, c'est plus directement auprès du management. Donc c'est une rupture dans la façon de construire les politiques publiques, avec la 27e région, que beaucoup d'entre vous connaissent, et dans le cadre d'un programme interadministration, donc État-collectivité, qui s'appelle Réacteur public, qui a été lancé il y a quelques semaines, eh bien, on a testé une première formation pilote à la conception innovante ou à la conception créative des politiques publiques. En fait, c'est tordre le cou aux formations classiques, traditionnelles, en présentiel, théoriques, où finalement vous ressortez de là, vous vous souvenez plus de rien 3 jours après. Et c'est faire le pari de vivre l'innovation, de faire l'expérience de l'innovation par la pratique. Et donc très concrètement, donc là en plus vous voyez c'est très récent, hein, c'est 21 mai, 22 mai et c'est le 13 juin, c'est demain. Demain je suis à Lyon justement pour faire le dernier jour de cette formation pilote et essayer justement de vivre les méthodes de l'innovation, le prototypage, l'immersion, ce que je citais tout à l'heure, les approches plus prospectives par la pratique en groupe, dans un échange entre pairs et puis avec une logique de réflexivité sur nos pratiques extrêmement importante. Donc ça, on essaye de tester la formation du futur pour les managers publics et cette formation, elle se fait, et j'aime bien le dire quand même, avec des cadres de l'État et des cadres territoriaux de la ville de Saint-Étienne, la communauté urbaine de Lyon, etc. Donc ça, c'est aussi des modes de coopération pas habituels et sur lesquels on souhaite aller de plus en plus. Et justement, coopération, et je pense que c'est Michel Arnaud-Diaz qui avec le PESIS qui en parlera le mieux, c'est un renversement, c'est une rupture dans le positionnement de l'État qui est en train d'intervenir. L'État ne peut plus faire tout seul, ça on le sait, et il est dans une logique d'ouverture avec ses différentes parties prenantes, avec ses différentes personnes qui sont des sources d'innovation ou des sources de coopération. Et donc tout notre enjeu avec Futur Public, c'est autour de nos initiatives, autour de nos projets, et en appui des initiatives des ministères, c'est de tisser des relations et mettre en place des actions très concrètes avec les populations que vous pouvez voir ici, les chercheurs, les écoles, et les étudiants, l'économie sociale et solidaire, donc ça, on aura un bel exemple tout à l'heure, les startups, nos partenaires internationaux, notamment avec l'OCDE, et puis les collectivités avec le programme Réacteur public. Je donne juste un exemple.
d'une initiative que l'on va conduire là, la première semaine de juillet avec l'école l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle. C'est une école de design. On va, pendant une semaine, travailler avec les étudiants du master en design. Ça s'appelle Innovation by Design. C'est une semaine qui va permettre, donc on fait ça avec la gendarmerie nationale, pendant une semaine de designer le métier du gendarme de demain. Voilà. Et donc, pendant une semaine, on va tous se mettre en co-création pour pouvoir réussir à étayer les réflections qu'a la gendarmerie dans les nouvelles façons de faire de la prévention, de nouvelles façons d'intervenir et de nouveaux modes de sécurité pour les Français. Et j'avais juste une dernière page pour vous dire qu'une des dernières ruptures, à mon avis, qu'il faut mettre en place, c'est une rupture dans la façon de communiquer, la façon de valoriser. Combien de fois vous avez vu des documents, et puis moi le premier, hein, j'en ai fait, des recueils de bonnes pratiques, des belles histoires, des choses où on raconte l'histoire qui n'est en fait finalement pas vraiment arrivée. À la place de ça, on favorise plutôt des descriptions d'expériences globales, de retour du bénéficiaire, de retour du chef de projet qui l'a vécu, des limites des projets, des échecs qui sont intervenus. La façon de documenter les projets change complètement. On n'est pas dans juste un rapport. On est dans des logiques où on va beaucoup plus utiliser des visuels, des expositions, des verbatims, d'autres façons, des objets, d'autres façons de montrer l'innovation. Et d'ailleurs, ça permet de la tangibiliser. C'est d'autres façons de communiquer, c'est d'autres médias, ce n'est pas les médias traditionnels. Nous, on va dans les semaines à venir, on va se doter d'un blog. Ça a été une bataille acharnée pour obtenir cela. Arrêter de communiquer de manière institutionnelle sur nos sites modernisation.gouv.fr, mais d'avoir une véritable parole plus libre sur l'innovation, de permettre aux chefs de projet de eux-mêmes d'écrire leurs initiatives, leurs difficultés, de permettre à nos partenaires de s'exprimer sur nos initiatives. Donc ce que je vous ai écrit rapidement, c'est un ensemble de leviers ou de petites ruptures au long cours que l'on doit intégrer dans la culture administrative et pas en opposition, si j'ai envie de conclure comme ça, à la culture administrative. Très bien. Merci beaucoup, Maxime Barbier. Donc, si vous avez des questions aux différents intervenants, n'hésitez pas donc à envoyer via vos smartphones par SMS des questions. On les relaiera en direct. On peut les garder pour la fin, mais ça peut être pas mal pour vous qu'on ait tout de suite une réponse des intervenants. Donc, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les pousser par SMS. Donc, vous l'avez dit, un Futur Public soutient donc un ensemble de projets innovants. Donc, on va voir maintenant quelques exemples. D'abord avec Michel Arnaud-Diès de la DGCS, la direction de la cohésion sociale. Donc, je le rappelle, vous êtes chargé de mission innovation sociale. Et donc, vous pilotez un programme expérimental de soutien à l'innovation sociale qui vise à travailler sur des pistes d'innovation dans les directions régionales. Voilà, donc on est vraiment dans ce que disait à l'instant Maxime Barbier, de l'État vers le local. Donc, des régions pilotes et des régions, en fait, ça c'est important, vous allez nous expliquer, qui étaient des régions volontaires. Bretagne, Limousin, Picardie, PACA. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'esprit du programme? Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme formation-action. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Absolument, c'est un programme de formation-action. C'est une des originalités. Nous avons essayé de mettre en œuvre ce que nous prônons par ailleurs, c'est-à-dire l'innovation. Mais voilà, je vais revenir à l'idée centrale de cette intervention. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que le PESIS, c'est-à-dire le programme expérimental, tous les mots sont importants, expérimental de soutien à l'innovation sociale, c'est d'abord une nécessité, c'est ensuite une volonté, c'est ensuite un constat, un programme, et ensuite c'est l'avenir. Alors je reprends ces derniers points, c'est pour essayer de marquer si vous voulez, les idées forces qui ont présidé à pourquoi l'État s'est mobilisé de façon pour l'instant très modeste, puisque comme le disait notre ami, c'est seulement sur 4 régions pilotes, donc la Bretagne, la Picardie, la PACA et le Limousin.
effectivement sur une proposition et sur la base du volontariat. Alors pourquoi une nécessité? Écoutez, je ferai très court, en plus on est censé faire très court, donc je vais essayer de faire très court. Une nécessité, chacun comprend que nous avons tous les responsables publics, et puis les citoyens bien sûr, et tous les corps intermédiaires, et les associations, etc. Nous avons un vrai problème au niveau du social. Donc voilà, le PESIS répond à une nécessité, c'est pas juste une lubie ou pour faire moderne, etc. C'est qu'il y a une inadéquation évidente entre l'offre et la demande, je dirais, ou en tout cas les besoins, et pas seulement les besoins, les désirs aussi des citoyens. Donc face à cette nécessité, c'est vrai que l'État s'est posé la question. Je regarde un peu mes notes parce que moi d'habitude j'ai plus de temps et je peux vous tenir des heures et des heures sur cette question à laquelle j'ai consacré déjà 5 ans de ma vie. Donc voilà, les systèmes, ce que je voulais dire c'est que cette nécessité c'est aussi que les systèmes collent de moins en moins avec les réalités des gens. Donc j'aboutis par cette idée de nécessité à ce concept de cette volonté que l'État a eue, et je tiens à souligner que l'État, dans les services duquel je n'étais pas, donc ce n'est pas une défense corporatiste, hein, mais c'est vrai que dès 2005, en fait, l'État s'est mobilisé sur cette question à travers la revisitation de la DIESES, pour ceux qui connaissent, qui était la délégation interministérielle à l'économie sociale, qui a été revisité donc par ce décret en 2005, qui lui a confié les missions d'innovation et d'expérimentation. À la suite de quoi, il y a une mobilisation sur des appels à pistes d'innovation sociale lancés par la DIESES, la délégation interministérielle à l'économie sociale et solidaire, à l'expérimentation et à l'innovation sociale. Je me suis beaucoup entraînée, donc vous voyez. Donc ces appels à pistes d'innovation sociale ont révélé, et c'est mon troisième point, vous voyez que je vais vite, c'est mon troisième point, il y en a 5, sur le constat, c'est-à-dire, de toute évidence, les agents de l'État, alors ça ne plaît parfois pas beaucoup à la hiérarchie que je le dise de cette façon-là, mais c'est pourtant la réalité, mais j'ajouterais que c'est le cas aussi de beaucoup d'agents d'autres institutions, des conseils généraux, enfin voilà, nous sommes tous comme l'enfant qui vient de naître devant cette question de l'innovation nécessaire, la revisitation de notre façon de faire, de notre façon, c'est-à-dire le sous-titre de mon programme, en réalité, je vais vous dire, c'est « Penser autrement pour agir autrement ». Et il s'agit là de promouvoir une révolution culturelle, je pense qu'il nous concerne tous. Parce que dans la culture française, enfin on reviendra, vous aurez des questions, mais je voulais juste dire que là, on s'attaque quelque part à une tradition française, tout en, bien sûr, respectant et aimant notre pays, mais il y a vraiment un problème sur cette incapacité, d'une certaine façon, à s'auto-organiser, à faire de la transversalité. Nous sommes toujours dans... C'est un peu ce que disait Maxime tout à l'heure, Maxime Barbier. Hein, nous sommes toujours de haut en bas, de bas en haut. Voilà, donc l'innovation, c'est quoi? Donc, après la nécessité, la volonté de l'État, qui s'est mobilisé très vite. Je voulais ajouter aussi dans la mobilisation de l'État ce lien que nous avons très fort avec le SGMAP, donc la DGCS, c'est-à-dire enfin, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, et le SGMAP, parce qu'effectivement, ce PESIS s'inscrit dans une modernisation de l'action publique. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on est passé de la DGME, c'est-à-dire de la modernisation de l'État, avec la modernisation de l'action publique. Et je pense que les mots ont du sens. Je pense même que les mots ont un sens extrêmement important. Donc, ce passage de la modernisation de l'État à la modernisation de l'action publique est parallèle, c'est un peu une coïncidence, puisque c'est aussi, ça a dépendu des élections, hein, mais est parallèle au passage de la Direction générale de l'action sociale à la Direction générale de la cohésion sociale, où la DIESES, où j'étais, a été intégrée, comme vous savez certainement, à la grosse administration centrale. Donc, ce passage, modernisation de l'État, modernisation de l'action publique, je pense, signifie, au sens premier du terme, quelque chose. Et je pense que le concept d'innovation sociale permet d'une certaine façon d'incarner, presque dans une autre partie, je dis de métaboliser, ce concept d'innovation sociale permet de rendre, concret d'une certaine façon, d'attirer l'attention sur ce processus. On passe de l'État à l'action publique. Donc ça veut dire qu'on pose un acte fort qui est une vraie transversalité, par exemple avec les collectivités territoriales, d'où un lien très fort d'ailleurs avec le Conseil général du Val d'Oise sur bien d'autres sujets,
comme je disais au président lorsqu'il est parti, c'est-à-dire que la DGCS vraiment a un lien extrêmement fort avec le Conseil général du Val d'Oise, notamment sur un programme dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le programme Agile, qui est une suite de l'évaluation de la politique gouvernance. Donc, je veux dire, le Val d'Oise est vraiment un partenaire extrêmement important pour, je pense, plusieurs ministères, mais notamment pour notre ministère et notre direction. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce fameux concept d'innovation sociale ? Je lis mes notes, non pas parce que je ne sais pas, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus à temps plein, mais vraiment c'est une obsession même, l'innovation sociale, parce que je vous assure, vraiment quand on a compris ce que c'est à la fois un état d'esprit, une démarche, un processus, c'est ça l'innovation sociale. Et cet état d'esprit, cette démarche, ce processus, c'est ça qui permet les innovations sociales. Donc je fais un distinguo entre l'innovation sociale avec un grand I et un grand S, qui montre que ce qu'on doit faire, je reviens à ma révolution culturelle de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut changer ce qu'on a dans la tête. Et vous remarquerez que je dis ce qu'on a, parce que je pense qu'on est tous pareils. Hein. C'est ce qu'on a dans la tête qu'on doit changer. On doit changer de braquet, on doit changer de logiciel, vous le direz comme vous voudrez. Voilà, donc... Justement sur ce sujet, on a une question dans la salle qui dit mais comment gérer les résistances au changement dans les services ? Ça c'est dans les services et partout ailleurs. Et au plus haut niveau de l'État, puisque ce que vous nous expliquez au plus haut niveau de l'État, on est dans une autre logique. L'État, il n'est plus le donneur d'ordre, il est dans une logique de stratège, d'initiateur, de facilitateur. Maintenant, oui. C'est voilà, ça, très concrètement. Vous voulez me brancher sur la suite, hein, je sens. Vous voulez m'éviter de m'envoler. Mais vous avez raison, parce que théoriquement, nous avons 6-7 minutes chacun, donc il faut que je me dépêche. Mais donc, c'est très important de comprendre ce concept d'innovation sociale. Hein. C'est très, très important, parce qu'il aboutit à quoi ? Il aboutit sur... ce qu'a fait la Diésèse, puisque c'était sa mission, elle a donc lancé cet appel à pistes d'innovation. Et je vous invite, parce que, y compris dans ma maison, on disait toujours ton appel à projet. Non, un appel à piste, parce que vous dites le mot piste, alors pour les praticiens que nous sommes, piste, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est quoi piste ? C'est un appel à projet. Bien sûr, ça y est, on se pose la question. C'est ça, l'innovation sociale, c'est se poser la question, qu'est-ce que je dis ? Et par ce que je dis, qu'est-ce que je signifie ? Et par ce que je signifie, qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Les pistes, c'est pas pareil que les projets. Comme disait l'ancien délégué interministériel de la Diésèse, Frédéric Tiberghien pour ne pas le citer, il le disait publiquement, oui, à chaque appel à projet, on nous ressort les vieux paquets qu'on a mis au frigidaire et on attend le prochain appel à projet. Là, c'était un appel à piste d'innovation sociale. Or, et j'enchaîne sur mon quatrième, sur le constat. Quel est le constat ? Le constat, c'est une acculturation des services. Nous avons donc tous besoin d'avoir une démarche particulière pour nous habituer à cette culture dont a parlé Maxime Barbier, culture de l'innovation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? C'est notre programme. Alors là, c'est la seule diapo que j'ai fournie. Elle vous montre, je ne sais pas si tout le monde la voit bien, je pense que oui, on voit bien l'impulsion et le pilotage d'RJSS, donc Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, c'est-à-dire nos services déconcentrés, mais à terme, je pense et j'espère que ce sera l'ensemble des directions de l'État et en lien avec les collectivités territoriales. Là, en l'occurrence, les régions plutôt, puisqu'on est à un niveau régional, mais éventuellement départemental. Donc ça, c'est vraiment le rôle, je pense, que nous avons tous. Enfin, notamment les gens qui sont sur le terrain. Hein. Il s'agit d'abord de favoriser l'émergence. Enfin, je vous laisse lire ce qu'il y a écrit. Hein. C'est-à-dire qu'il faut créer un écosystème favorable. Et c'est assez contraire à la culture, je dirais, des fonctions publiques en général. C'est-à-dire qu'il est question de promouvoir la liberté, la créativité, voire le chaos, voire la déviance. Parce que c'est là-dedans que c'est dans le frottement des cultures, c'est dans les idées neuves qui choquent, c'est là qu'on trouve, c'est aux marges des systèmes qu'on trouve les idées neuves. Et donc, nos services et nous-mêmes, me semble-t-il à moi, et étant donné que je suis soutenue par ma hiérarchie, je peux le dire aussi clairement que ça, c'est une des missions des services que d'aller chercher aux marges, ce qu'on appelle les innovateurs, c'est-à-dire ceux qui dérangent, ceux qui éventuellement choquent. Et il faut expérimenter. C'est là que je passerai la parole à notre partenaire Yellow Window. Il faut expérimenter ces idées neuves, ces idées folles. C'est l'avenir, c'est demain. Si on les expérimente pas, si on les teste pas, on va dans le mur. Je veux dire, c'est évident qu'on va dans le mur. Donc, il faut oser. C'est le message de la centrale à ses services. Oser à la marge. Il ne s'agit pas de remplacer les dispositifs ou les systèmes. Il faut
qu'un certain pourcentage du temps des gens de l'État, mais je pense de tous les responsables publics, aillent capter ces idées, les expérimentent, c'est-à-dire avec un processus, un protocole d'évaluation in itinéré très strict, donc une expérimentation, et éventuellement, ensuite, non pas, alors là, j'aurai une petite divergence. Personnellement, je suis réservé sur le terme réplication, mais bon, c'est intéressant, ce sera une ouverture au débat. Personnellement, je préfère la généralisation, la diffusion, pardon, justement la généralisation non plus, je préfère la diffusion par capillarité, parce que selon le grand sociologue, un peu méconnu hélas, Tardet, les lois de l'imitation, c'est-à-dire que c'est une des caractéristiques du genre humain que d'imiter ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne pour notre espèce spontanément dès le début en tant que primate, on a appris à imiter. C'est comme ça qu'on est arrivé là où on est. Je ne sais pas si c'est si bien, mais bon. C'est le principe des ronds-points, quoi. C'est le principe des ronds-points partout en France. Oui, alors ça, c'est... Oui. Non, mais c'est juste pour vous arrêter, en fait. C'était une technique. Moi, oui, voilà. Bon, écoutez, j'ai quasiment fini. J'ai quasiment fini le programme. Mon camarade ici présent va le présenter de façon très technique. Je voulais juste vous dire que l'avenir, c'est deux choses. C'est le défi, la diffusion. Et là, je fais juste le titre. C'est la diffusion. Donc, le défi de ce programme, que cet autre Maxime va vous expliquer. Et deuxièmement, pour cette diffusion, nous avons une fois de plus mis en œuvre l'innovation qui est notre obsession, c'est-à-dire que nous pensons arriver à un guide méthodologique qui, au lieu d'être le sempiternel document broché qu'on reçoit sur les bonnes pratiques, sur le fameux guide méthodo, on essaie de créer en fait un outil, et ça nous amuse, et on y arrivera peut-être, par la co-création avec nos services déconcentrés et des intervenants extérieurs, nous essayons de créer un outil pédagogique à destination des DRJSS qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure, de type numérique, et très précisément, on aimerait bien aboutir à un serious game. Voilà, je vois des sourcils se froncer, j'adore, donc il y aura des questions. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de rentrer dans le détail de cette expérimentation, là, les pistes d'innovation sociale, comment vous les avez suscitées, parce qu'on comprend bien qu'il s'agit de susciter dans les régions. Donc vous avez commencé d'abord par 2 journées de formation. On va en parler avec vous, Maxime Forest de l'agence Yellow Window. Donc, alors c'était un grand séminaire, mais l'idée là encore c'était de remuer les esprits. Donc vous avez mélangé différentes cultures. Il y avait la culture de l'État, mais vous avez aussi été chercher des jeunes patrons de start-up. Voilà, l'idée c'était de renverser la table pour amener des idées. Justement, ça matérialisait, ça incarnait un peu ce que vient de dire avec verve Michel Arnaud-Diès, c'est-à-dire la volonté de révolution culturelle, pour reprendre des mots qu'elle utilise souvent aussi, de favoriser le choc de culture. Donc ça incarnait un peu l'esprit du programme, que ces 2 jours de formation, qui était la première pièce de ce dispositif, qui consistait à convaincre des volontaires, mais les volontaires, faut aussi les convaincre, il n'y a pas que les réfractaires, faut les convaincre de l'état d'esprit du programme, faut leur permettre de métaboliser, pour reprendre là aussi les mots de Michel Arnaud-Diès, ce qui fait la substantifique moelle de ce programme expérimental, et tout ça sur un temps limité qui est 2 jours. Donc effectivement, aux côtés de prospectivistes de haut vol, aux côtés de personnes ayant conduit des expériences du changement, et puis aux côtés de designers de services fournis par nous, partenaires de ce programme. On devrait dire prestataire, mais à force, ça tourne au partenariat, parce qu'on a aussi cette conviction-là. Mais ce que je voudrais souligner en premier lieu, c'est quand vous voyez passer un appel, parce que tout ça passe quand même par un appel à marché, évidemment, on innove, mais pas, on respecte les lois et les procédures. Quand vous voyez passer un appel à marché de ce type, avec cet état d'esprit-là, et que vous êtes une agence spécialisée dans le design, mais aussi dans le design de services et l'accompagnement du changement et de l'innovation, vous vous dites 2 choses. La première chose, je veux ce projet, je veux en être. Et la deuxième chose, mais comment on va faire, quoi. Comment on va faire, surtout si vous connaissez, ce qui est un peu mon cas, l'action publique.
comment on va faire pour favoriser une révolution culturelle dans le cadre de quelque chose qui, certes, est doté d'une ambition et d'un budget significatif pour l'État, mais qui reste quand même très challenging du point de vue du temps à consacrer, du nombre de régions, etc. Donc il y a eu plusieurs étapes dans la méthode. Donc ce gros séminaire dont l'idée c'était finalement que des personnes différentes se rencontrent pour se dire, moi sur le terrain, dans ma région, demain j'irai voir un partenaire auquel obligatoirement je n'avais pas pensé. Donc ça c'était une idée qui a germé grâce à ce premier séminaire. Et puis ensuite vous avez construit des séminaires dans les régions. Oui. Et c'était à l'initiative de qui alors? Des directeurs régionaux pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes des partenaires nouveaux Alors on était sur un format atelier qui est induit par une démarche de design de service, donc on n'est justement pas sur des séminaires, on est sur de la co-conception. Ça c'est quelque chose justement, en réponse à la deuxième question, comment on fait, nous ce qu'on a proposé de faire, c'est de fournir une approche par le design de service. Je coupe juste parce que c'est quoi la différence entre un séminaire et de la co-conception? Est-ce que c'est que des mots? C'est quoi la co-conception? La co-conception, c'est qu'on engage toute la gamme des parties prenantes possibles, donc en l'occurrence ceux qu'on vise en premier lieu dans ce programme, les services de l'État eux-mêmes, puisque c'est chez eux qu'on essaie d'induire le changement du geste professionnel, de l'approche, de l'état d'esprit, voilà, dans les 4 régions pilotes, mais c'est aussi les collectivités, c'est-à-dire les autres personnes qui constituent ces écosystèmes autour de l'innovation sociale. Et là, je précise, c'est pas de constituer ces écosystèmes, parce que souvent ils préexistent, a fortiori dans les régions pilotes sur lesquelles on travaillait, sauf que les services de l'État n'étaient pas forcément partie prenante. Donc c'est de les impliquer, et puis c'est d'amener aussi la perspective éventuellement de chercheurs, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, donc avec des chercheurs installés sur ces territoires, les connaissant bien, et c'est aussi le regard des entreprises, etc. Donc on n'a pas toujours réussi la quadrature du cercle, c'est-à-dire à permettre cette confrontation, ce choc de culture complet à travers ces ateliers, mais néanmoins, la démarche de co-conception, elle s'est engagée. Et la démarche de co-conception qui est induite par le design de service, c'est ce travail d'abord d'écoute des besoins des usagers, des besoins des territoires, des besoins des services aussi. C'est le travail d'idéation qu'on va mener tous ensemble. Alors ça peut se faire sous le format résidence auquel Maxime a fait allusion plusieurs fois et qui est lourd, qui demande énormément d'engagement. Donc nous on a préféré faire ça sous forme de 3 ateliers étalés sur la première année du programme. Puis c'est un prototypage ensemble autour des pistes d'innovation qu'on a repérées dans ces différents territoires, et c'est ensuite de les amener vers leurs tests, c'est-à-dire de voir comment concrètement on peut tangibiliser un peu ces pistes d'innovation sociale qu'on a sélectionnées. En gardant bien à l'esprit une chose qui est très importante, c'est que ce qu'on vise d'abord, c'est l'action publique elle-même et la manière dont elle se conduit autour de ces innovations. Et pour arriver déjà à la phase du prototypage, comment ça se met en place ce prototypage? Comment ça, entre guillemets, ça se concrétise? Alors nous, quand on vient d'une agence de design, c'est effectivement l'apport qu'on essaye d'avoir, c'est celui qui permet de tangibiliser au maximum les choses, ne serait-ce que pour que les gens puissent apprendre en faisant autour de ces pistes-là. Alors c'est vrai que sur un programme comme celui-là, il y avait une liberté aussi donnée aux régions dans la manière dont elles voulaient repérer ces pistes d'innovation sociale. Et là, force est de constater que on ne se montre pas toujours innovant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on procède par des appels à projets limités, des appels à manifestation d'intérêt. Parfois, on fait un vrai repérage par le bas des besoins locaux. Ça a été le cas en Limousin. Donc nous, on est parti un peu de ce qu'on nous donnait en termes de repérage, de pistes, dans des champs très divers. On a accompagné des projets autour du recyclage des containers maritimes à usage sociaux, etc., etc. Donc on a couvert le champ des droits des femmes. Enfin, c'était assez diversifié. Mais à chaque fois, nous, notre apport, ça a été vraiment d'essayer de construire ensemble, d'abord de renforcer la dimension socialement innovante des projets qui étaient proposés, parce qu'elle était latente, mais elle n'était pas toujours manifeste. Et c'est ensuite de leur donner une forme plus ou moins concrète qui permettrait d'arriver à une phase de test à laquelle on est arrivé sur cette fin de première année, avec des choses très concrètes qui sortent, y compris de terre. Par exemple, une maison de projet de quartier dans un quartier nord de Marseille, co-construite avec les habitants de ce quartier,
ce qui peut paraître difficile, mais en fait ça rompt tellement avec les processus de concertation institutionnelle que ça suscite un engouement et l'adhésion des personnes. Voilà, donc il y a des choses très concrètes qui émergent. C'est en Bretagne un lieu qui était fermé pour les droits des femmes, qui ne s'ouvrait pas sur la collectivité, qui est devenu ouvert et innovant par l'accompagnement qu'il propose notamment aux personnes victimes de violences. Donc ça va vers des choses très concrètes, sachant que nous on a toujours gardé à l'esprit le fait que ce qu'on visait par ce programme, c'est moins ces pistes concrètes d'innovation, qui étaient plutôt un support à l'expérimentation, que les services de l'État réunis autour de la table, et puis plus largement les écosystèmes dans lesquels on s'insérait. Donc ça, c'est l'année 1, donc après il y a une année 2, ou pas? Alors peut-être sur l'année 2, Madame, On est en plus. Je pense que vous aviez raison tout à l'heure de vouloir me faire préciser quel est ce programme, parce que sinon je pense qu'on ne comprend pas. Ce programme était très simple, c'est un programme de formation-action, c'est là-dessus que vous vouliez me lancer, un programme de formation-action, donc tout ce qu'a dit Maxime s'intègre dans une vision qui est assez simple à comprendre. Je crois que dans certains cas, les cours magistraux sont utiles. Donc le séminaire de démarrage, il était très précisément sur qu'est-ce que l'innovation et qu'est-ce que l'innovation sociale. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on? Et nous avons fait appel à des gens qui ne sont pas les gens qui traditionnellement forment les services sanitaires et sociaux de l'État ou d'ailleurs des autres autorités. Ça ne fait rien, Maxime. Non, parce que ça distrait, vous l'avez dit, ça distrait. Je préfère qu'on m'écoute à moi. Enlevons les... moi, je vous le résume rapidement. Donc, c'est très important. Ça distrait, on enlève. Ce séminaire... Il faut comprendre qu'il y a eu des gens du CNAM, des gens de Futurible. D'ailleurs, il a démarré par la prospective, une demi-heure sur la prospective. C'est très rare que les services sociaux, notamment, les agents sociaux, aient comme ça vous voyez ce que je veux dire? On fait ça du temps de nos études, mais après, voilà, on est le nez sur le guidon et on est là à ramer. Voilà, donc c'est pas ça l'idée. L'idée, c'était vraiment de prendre de la hauteur et de dire c'est quoi la mission de l'État, c'est quoi la mission des collectifs, des pouvoirs publics en général. Et c'est quoi ce mot innovation dont tout le monde parle? Voilà. Donc c'était ça ce séminaire, c'était sur qu'est-ce que l'innovation, et ensuite revenir à Schumpeter, même si ça peut choquer certains, la destruction créatrice, c'est le principe de vie. Pour que les cellules vivent, il faut qu'il y en ait d'autres qui meurent, il faut que tout ça se passe bien, il faut accompagner tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait dire des choses qui peuvent être choquantes pour qu'on comprenne tous dans quelle crise on est. Bon, donc innovation. Ensuite, innovation sociale. C'est quoi l'innovation sociale? Tout le monde en parle. Moi, je vais vous dire une définition très simple. L'innovation sociale, c'est la capacité de tout le corps social d'élaborer les réponses les plus pertinentes qu'il faut nous, les pouvoirs publics, nous checkions. C'est nous qui devons vérifier, qui devons faire tourner cette expérimentation pour voir si les idées... Ce sont les gens qui rament, qui ont les meilleures idées, parce qu'eux, ils énoncent des idées pour se sauver. Et notre mission, notre devoir à nous, c'est d'attraper ces idées et de les expérimenter. Et si ça marche, c'est ce... Moi, j'ai fait 19 ans sur le sida. C'est peut-être là que j'ai appris. Je veux dire, les modèles de réponse au sida, c'était ça. Ce sont les gens concernés qui les ont élaborés. Et c'est aussi les modèles de santé communautaire en Amérique latine. C'est vieux comme le monde. Voilà, c'est ça l'idée. Donc ça, c'était le séminaire. Avec le prestataire qui faisait plancher les 4 régions pilotes, donc les DRJ-SCS et les partenaires qu'ils avaient amenés, sur qu'est-ce que le design et qu'est-ce que le design de service. Avant de démarrer cette opération complètement... j'ai mis 3 ans à faire passer au ministère. Hein, mais avant de faire... Il fallait que les gens comprennent, parce que personne n'est idiot, on est tous capables de comprendre. Donc il fallait comprendre qu'est-ce que c'est que le design. Qu'est-ce que le ministère vient faire avec cette histoire de design? Mais la plupart des gens, mais vous vous en rendez compte, tombaient sur les fesses. Ils se disaient, mais c'est quoi ce business? Le design sur le social, mais je rêve. Donc il fallait parler de ça, qu'on comprenne que le design, c'est la conception d'un produit, d'un service, d'un bien, de ce que vous voudrez, selon l'usage. Donc de l'usage, on arrive à l'usager, et on arrive à ces fameux usagers que tout le monde invoque, mais parlons, disons clairement de quoi il s'agit. Et juste pour terminer, ça c'était la première phase. Ensuite, vous avez 8 mois de ce que je disais, vous retournez, y retournez dans leur terrain, c'est-à-dire chacun dans sa province ou dans sa région. Hein. Je dis province parce que moi-même je suis provinciale, hein, parce qu'il y en a un qui m'a dit province, Michel, c'est dépassé, ça fait ringard. Bon, c'est bien aussi le ringard, c'est très innovant en fait d'être ringard. Et donc on retourne et les mains dans le pétrin, on travaille autour de cette piste d'innovation dont vous parlez, Maxime, que chacun était libre d'identifier comme il voulait avec les partenaires de son choix. Moi, je pensais qu'on mettrait peut-être des entreprises locales dans un comité de pilotage dans les régions. C'est une des pistes qu'on va travailler
travailler sur l'année 2. Vous voyez quelle transition habile. En année 2, on va creuser le sillon. On n'est pas arrivé exactement à ce qu'on voulait. Mais c'est normal. Si en 8 mois, on faisait une révolution culturelle, vous vous rendez compte, ce serait extraordinaire. Donc, je termine. Vraiment, là, je vous promets, je termine. Et après, je ne parlerai plus du tout, sauf si vraiment on m'oblige. Sur le terrain, ils ont chacun identifié la piste d'innovation autour. C'est très important, c'est pas un projet. Or, nous avons eu des projets, mais moi, c'était pas mon idée. Mon idée, c'était une piste autour de laquelle, quand vous avez une piste, vous voyez, vous regardez un but, et autour, et c'est ça que je voulais vraiment faire passer comme autour de cette piste, il faut construire les partenariats nécessaires. C'est-à-dire, c'est pas je m'installe, je suis médecin inspecteur de santé publique, par exemple, là, alors je vais aller chercher mon partenaire de hier, mon partenaire de demain, enfin les usual suspects, comme disent les designers, hein, donc les gens habituels, et je constitue mon comité de pilotage, plomb-plomb, train-train, on se connaît bien, et puis d'ailleurs on a décidé d'être révolutionnaire, donc on va l'être. Pas du tout. C'est-à-dire, sur chaque piste, il faut construire de qui, de quoi ai-je besoin. Si je fais un poulet au citron, je n'ai pas besoin de la même chose que si je fais un taboulé. Voilà, donc c'est ça qu'il faut... C'est la clé. Je sais que c'est amusant, mais je vous assure que j'insiste là-dessus parce que c'est la clé de comprendre qu'il faut voilà, construire... la piste. Voilà, la piste, elle débouche néanmoins sur un projet, puisque c'est concret. Et donc là, justement, il y a des questions dans la salle, parce que c'est vrai que si on essaie de partir du projet, on comprendra mieux la méthode, je pense. Donc là, on me demande très clairement, et c'est une très bonne question, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret de projet actuel d'expérimentation? Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter sur un pour bien comprendre? Tu parleras de PACA si tu veux après. Moi, je parle de Limousin rapidement. Le Limousin, c'était un territoire très rural, hein, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur la question de l'accessibilité, et notamment, donc, on est sur l'accessibilité, les personnes âgées, les personnes isolées. Enfin, vous voyez, je pense qu'on sait tous de quoi on parle. Donc, on est sur une vraie question. Et pour vous la faire très courte, ils ont travaillé sur une piste de plateforme, évidemment, de coordination de comment on se transporte. Alors, ça va du covoiturage, avec probablement un des conseils généraux va probablement aider au financement d'un bus, mais aussi il y a une plateforme pour que les gens s'informent de qui part quand, etc. Et dans cette année, donc une plateforme pour résoudre ce problème de l'accès aux événements culturels, aux services sociaux, aux services... Ça a l'air de rien, mais franchement, parce qu'ici, on est dans la région... Comment auront les isolements, quoi. Mais sur l'année 2, c'est très important parce que grâce au PESIS et donc les réseaux que mon prestataire, moi-même et d'autres développons, nous avons branché le Limousin sur un organisme que vous connaissez peut-être, une association qui s'appelle Voiture & Co. Aussi, ils vont travailler aussi en lien avec un autre de nos partenaires, qui est l'Action Tank de la chaire Entreprise et Pauvreté d'HEC. Donc, je veux dire, voilà, des partenaires qui viennent naturellement, vous n'aurez pas été les chercher dans les méthodes anciennes, entre guillemets. Je suis allé les chercher, mais le Limousin ne serait pas allé les chercher. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ça l'idée de la modernisation, de service. Ça va au-delà de ça. C'est ce que vous expliquez, changement culturel, s'ouvrir davantage. D'accord. Je crois qu'on a compris. C'est bien. Enfin, moi, j'ai compris. Alors, mais on va revenir après. On va parler de Pôle emploi qui lance une plateforme collaborative très concrète. Merci d'être là, Loïc Rémaud. Donc, je rappelle, hein, vous êtes de la direction de l'innovation et de la responsabilité sociale à Pôle emploi. Tout à fait. Et on va peut-être rentrer dans le concret avant d'arriver à la méthode. Comme ça permettra aux personnes présentes de mieux comprendre ensuite la méthode qui a amené à ces plateformes. Donc vous avez monté donc, une plateforme collaborative, c'est numérique, c'est virtuel, c'est pour permettre à tous les agents de Pôle emploi, c'est juste énorme, de pouvoir remonter des bonnes idées, des bonnes pratiques. Et puis là, aujourd'hui, hein, votre projet devient de plus en plus concret. Aujourd'hui, ce 12 juin, vous avez monté un grand forum. Hein, c'est comme un grand lieu d'exposition, mais ça se passe virtuellement sur un ordinateur. On peut y accéder depuis son écran à Pôle emploi, depuis son bureau. Et là, donc, chacun des agents vient présenter ses bonnes pratiques, ses bonnes idées. Chacun a son petit stand, en fait. C'est ça? Chacun, peut-être pas. Oui. En tout cas, les régions, effectivement, de Pôle emploi, effectivement, ont chacun en fait plusieurs stands où ils présentent en fait des projets innovants ou des initiatives ou des bonnes pratiques. Donc, ça part déjà de la plateforme. Hein. On a mis en place en fait un système d'innovation collaborative
Donc ça a été ancré d'ailleurs et martelé dans notamment le plan stratégique de Pôle emploi. Et l'une des 6 priorités du plan stratégique était donc l'innovation. Innover pour améliorer les services et pour valoriser les expertises. Alors, il a fallu, pour répondre à cette exigence, à cette priorité, de mettre en place un système d'innovation. Et dans ce système d'innovation, il y a plusieurs briques qui concourent à des résultats très concrets. Donc ça part effectivement d'une plateforme collaborative qu'on appelle Innovaction. Il faut savoir que la direction Innovation a été créée relativement récemment, puisqu'elle a été créée en fin 2012. Moi, je suis arrivé fin 2012 aussi. Et pour répondre à ce challenge. Et donc l'année 2013 a consisté à concevoir le système d'innovation, à élaborer sur le 2e semestre 2013 des pilotes. Et en fait, l'année 2014 est l'année de la généralisation et l'année du déploiement des différentes briques dont je vais parler. Donc la plateforme collaborative en fait partie. Donc il y a eu en 2013 2 régions pilotes, Nord-Pas-de-Calais et PACA, qui ont contribué à ce pilote, et donc permettant en fait aux collaborateurs de Pôle emploi de déposer une idée et de pouvoir aussi mettre en visibilité des pratiques, et donc qui peuvent s'avérer de bonnes pratiques, voire l'excellence dans la pratique, qui peut avoir un intérêt sur l'ensemble du territoire. Et puis les idées, c'est trouver aussi les pépites. Et donc, on est bien sur l'innovation collaborative. L'idée est bien de retourner la dynamique de transformation de Pôle emploi en partant justement dans une logique ascendante, donc en partant des collaborateurs de Pôle emploi. Tout le monde est concerné, du directeur général au conseiller Pôle emploi. Et donc, effectivement, depuis le 17 mars, cette plateforme collaborative a démarré avec l'ensemble des collaborateurs, des 53 000 collaborateurs de Pôle emploi. Sur un premier mois d'exercice du 1er avril au 30 avril, on a eu à peu près 7200 connexions à la plateforme. Il y a eu à peu près 332 idées qui ont été émises. Alors bien évidemment, une idée, il y a une vie d'une idée. Donc un innovateur dépose une idée. On a mis en place un modérateur qui vérifie simplement une charte de bonne conduite, vérifier que le contenu de l'idée dans sa description ne comporte pas d'insultes ou d'éléments discriminatoires. Mais le modérateur est bienveillant. Le modérateur doit laisser passer, il ne doit pas être dans la censure par rapport au contenu de l'idée. Donc l'idée, donc il a 5 jours pour modérer l'idée. Et une fois que l'idée est modérée, elle est rendue visible sur l'ensemble de la plateforme et pour tous les innovateurs, donc les 53 000 collaborateurs de Pôle emploi. Et les collaborateurs de Pôle emploi, d'ailleurs, peuvent commenter cette idée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça crée toute une dynamique d'échange, de partage. Et une idée de départ, elle se renforce, elle peut prendre une autre dimension. Et c'est particulièrement vivant. Et pour animer aussi cette plateforme, on crée aussi des challenges. C'est-à-dire... Alors, juste avant de parler du challenge, sur l'idée, parce qu'une idée, ça a une vie, ça peut avoir une mort aussi. Donc, si l'idée, l'agent la conçoit et la trouve super bonne, il peut être frustré de se dire on la traite pas, on la renvoie dans les placards, parce que ça, c'est pas moderne. Déjà, l'innovateur, celui qui dépose une idée, il a un suivi de son idée. Donc il sait à tout moment où se situe son idée dans ce qu'on appelle le workflow, enfin dans le processus, notamment de décision aussi. Parce que mettre ça en place, c'est aussi être transparent, c'est aussi faire un retour à l'innovateur. Celui qui a déposé une idée, il prend un risque, il s'expose, parce qu'en plus, on ne souhaite pas qu'il y ait d'anonymat, donc il s'expose. Ça ne passe pas par la hiérarchie, mais c'est un exercice qui n'est pas forcément si facile que ça. Mais à un moment donné, ces idées, il faut leur donner, il faut prendre une décision. Donc une idée, elle peut être rejetée, mais par contre, on a le souci de motiver le pourquoi cette idée a été rejetée. Et on revient vers le porteur de l'idée pour lui signifier
que son idée n'a pas été retenue, mais elle peut être aussi archivée parce qu'elle peut être bonne, pas forcément bonne à un moment donné, mais elle peut être bonne à un autre moment. Mais alors justement, qui décide c'est une bonne ou une mauvaise idée? Il y a un conseil Alors, on a mis en place une gouvernance de l'innovation collaborative, donc avec une réunion de l'innovation qui se déroule tous les 2 mois, et avec un comité de l'innovation présidé par le directeur général avec le comité de direction générale et quelques directeurs régionaux qui prendront des décisions là sur le plan d'expérimentation. J'y reviendrai. Donc cette réunion d'innovation se réunit tous les 2 mois, justement, passe en revue les idées les plus populaires, puisqu'en fait les innovateurs peuvent aussi non seulement commenter une idée, mais peuvent aussi liker une idée, hein, donc peuvent commenter l'idée, et donc il y a tout un système de sélection effectivement de l'idée pour qu'elle passe en revue au niveau de la réunion d'innovation. Et là, il y a 4 natures de décision qui est prise. Donc, soit elle est rejetée, et donc on motive le rejet, soit l'idée est particulièrement intéressante et on souhaite une mise en œuvre rapide de l'idée, et donc on confie à une direction métier sa mise en œuvre. Ou on souhaite, l'idée est particulièrement intéressante, et là, la réunion d'innovation prend la décision de dire on veut tester cette idée. Et là, on a 2 modalités de test d'une idée. On a ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept, faire la preuve du concept au travers d'un démonstrateur. Donc c'est un mode agile. Donc en quelques semaines, on élabore un prototype, un démonstrateur qui permettra en situation de vérifier ce que ça a pour effet, et donc prendre aussi une décision si on généralise ou pas, ou si ce POC est suffisamment intéressant, mais on peut aussi en faire une expérimentation. Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples justement d'idées qui sont concrétisées, qui ont donné lieu à un prototypage, voire ensuite réalisation? Il y a à la fois un programme de POC qui découle effectivement des idées, et puis il y a aussi les expérimentations, et là il y a aussi des expérimentations qui sont menées, j'y reviendrai, avec un modèle un peu scientifique. Là aujourd'hui il y a à peu près 8 expérimentations qui sont soit terminées ou soit en cours, qui mobilisent quand même à peu près 100 agences de Pôle emploi. C'est à peu près plus de 1000 collaborateurs de Pôle emploi qui sont impliqués dans une ou l'autre des expérimentations. Donc ça participe de la diffusion aussi, de la culture d'innovation, quand je le dis ça. À la fois la plateforme collaborative, le fait de participer à des expérimentations, le fait d'avoir une lettre d'information comme quoi le collaborateur participe à une expérimentation, c'est aussi un élément quelque part un peu officiel, c'est important de le souligner. Alors comme exemple, moi ce que je prends comme exemple par exemple sur un POC par exemple, l'idée c'était sur agir sur la mobilité, la représentation des offres d'emploi par rapport à là où le demandeur d'emploi se trouve. Et donc, ça aboutit en fait à un démonstrateur qui a été testé dans 2 agences, donc en Franche-Comté et en région Centre. Donc, c'était sur une table tactile, donc il a fallu mobiliser différents prestataires pour avoir une table tactile. Le fait de faire une couche logicielle permettant d'avoir une représentation de la recherche d'emploi, non pas en tenant compte de la distance, parce que quelque part la distance c'est un point et puis un cercle autour, ce n'est pas la réalité de la mobilité. Donc il faut aussi tenir compte du temps de trajet. Et donc on a sur une couche graphique, une cartographie, une représentation en tenant compte du temps de trajet, en tenant compte des moyens de locomotion du demandeur d'emploi. Avec aussi, parce que comme on est RSE, responsabilité sociale et environnementale, l'impact aussi sur les déplacements en termes d'empreinte carbone. Et vous avez lancé 8 expérimentations dans 69 agences déjà? Alors, 8, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, il y en a 2 qui sont terminées, il y en a qui sont en cours. Donc, c'est à peu près 100 agences, effectivement, et plus de 1000 collaborateurs qui sont concernés. Et vous avez une conviction, je voulais qu'on s'arrête là-dessus, parce que je trouve ça intéressant. Vous considérez que si on veut ancrer l'innovation dans les services, il faut définir de l'avenir d'une idée qui remonte du terrain.
ce que vous m'avez dit en préparant oui, tout à fait. notre entretien. Tout à fait. Je crois que c'est important. C'est très important. C'est très important de modifier le regard sur les choses et d'embarquer aussi toutes les parties prenantes. Là, je parle là, vous avez donc un système d'innovation collaborative. Donc avec ces 4 étapes qui sont importantes, l'idéation d'idées, génération d'idées, la qualification de l'idée, et puis à un moment donné, il faut tester l'idée. Et puis après, en fonction de la décision qui est prise, notamment par rapport aux expérimentations, eh bien de dire on généralise ou pas. Et pour nous, une expérimentation qui n'est pas généralisée est autant un succès qu'une expérimentation qui est généralisée. Ça fait partie du modèle d'expérimentation. Alors, on a une question et c'est le comité d'innovation, oui. C'est le comité d'innovation qui prend la décision de la généralisation ou non de l'expérimentation, parce que comme vous l'avez vu, une expérimentation, ça engage des moyens, un budget, et donc il est nécessaire que ce soit pris au plus haut niveau. D'accord. On a une question SMS. Moi, je ne l'ai pas compris, mais je ne suis pas un expert. Hein. Donc, quelle différence, en fait, à part le workflow, alors il y a une petite erreur là, workflow, avec les cercles de qualité? Moi, je n'ai pas compris la question, mais je suis désolé. Hein. Si je peux donner le micro si la personne veut... En fait, la vie d'une idée, revenir sur la vie d'une idée, en fait, on a dessiné en fait la vie d'une idée. Donc quelque part, l'innovateur, il se met en état brouillon, il commence à avoir l'idée, mais il n'a pas encore rédigé, formulé. Donc il y a une étape de brouillon. Après, une fois qu'il est bien au clair sur sa rédaction, il la propose au modérateur et elle n'est pas encore visible sur la plateforme. Et puis, une fois qu'elle est visible sur la plateforme, pendant 60 jours, cette idée peut être commentée et peut être likée. Puisque tous les 2 mois, il y a une réunion de l'innovation qui prend la décision. Et donc, quelque part, c'est toute cette vie de l'idée qui se traduit par un processus et donc par un workflow sur un plan solution technique, qui mobilise différents acteurs pour telle ou telle action. Donc là, ce que vous avez, c'est dans les illustrations complètement à gauche, la page d'accueil qui est donc disponible par l'ensemble des collaborateurs de Pôle emploi, donc avec à gauche le fait de proposer une idée, le fait de proposer, de mettre en visibilité une pratique, et au milieu, vous avez le fait de participer en fait à des challenges. Donc les challenges, c'est une question qui est posée, et il y a un temps limité, c'est-à-dire sur 1 mois, on veut récupérer toutes les idées par rapport à cette question qui est posée. Donc ça peut être une question qui vient du national, mais ça peut être des questions qui peuvent être à différents niveaux, régional, local. Voilà. Et donc il y a le forum de l'innovation. Voilà, aujourd'hui. Qui met effectivement, là aussi, il a été testé en pilote sur 3 régions en 2013, en Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Rhône-Alpes. Et aujourd'hui même, il y a le premier événement avec l'ensemble des régions. C'est-à-dire on veut mettre en visibilité aussi à la fois les idées innovantes, les initiatives et les bonnes pratiques des régions. Donc, pour être innovant, direction d'innovation venant de se créer, on a déjà choisi ce format dématérialisé, permettant d'abord que tous les collaborateurs puissent y avoir accès. Donc organiser un forum de l'innovation sur 1 mois en physique, c'est un peu compliqué. Avec 53 000 collaborateurs, c'est encore plus compliqué. Donc l'idée, c'est d'avoir trouvé cette solution, cette plateforme. Et donc chaque région a plusieurs stands qui met en évidence en fait leur sujet au travers d'un stand. Là, c'est la photo que vous avez sur le côté. Donc avec une vidéo qui présente l'idée. Vous avez toute la documentation qui explique l'idée. Et puis les visiteurs, donc les exposants, les porteurs de l'idée, s'ils sont présents, c'est les 2 petites silhouettes qui sont derrière autour de la table ronde. S'ils sont présents, leur silhouette s'éclaire et on peut rentrer en chat instantané avec eux pour que le visiteur puisse avoir des explications, un échange sur l'idée qu'il propose. Et puis sur le côté, vous avez un système où le visiteur peut avoir un système d'étoiles qui permet de dire voilà l'intérêt que représente cette innovation pour le visiteur.
Eh bien, merci pour cette bonne idée. Alors, et on va maintenant accueillir Sadik Filipovic, qui est notre conférencier, qui a eu des petits problèmes de transport pour venir, comme beaucoup d'entre nous. Vous êtes intervenant à l'ESSEC et vous êtes associé au cabinet Alliancy, qui est un cabinet de conseil en organisation et management. Et vous conseillez d'ailleurs le gouvernement dans la mise en place opérationnelle de la Silver Economy, dont on entend parler de plus en plus. C'est l'économie au service des âgés. Alors, on a envie de vous entendre là, après ces différents échanges sur ces expériences. Comment vous réagissez à ces différentes expériences. Je rappelle que la thématique de votre intervention, c'était innovation au service public. Quels enjeux? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, je suis vraiment désolé d'être en retard ce matin. Donc, pendant très longtemps, je disais que ça m'arrivait jamais. Donc là, ça m'est arrivé. Donc, vraiment, encore une fois, désolé pour ce retard. Donc j'étais censé faire l'introduction de cette conférence. Donc, je vais essayer de faire preuve de l'agilité et faire en sorte à ce que j'ai voulu dire, voilà, effectivement, en introduction, ça soit aussi la conclusion. En tout cas, une première conclusion par rapport à la table ronde qu'on vient d'avoir. Donc, juste quelques mots, effectivement, sur moi. J'interviens régulièrement à ESSEC, donc dans le cadre de centres de recherche et d'excellence autour des problématiques d'innovation dans les services. Donc Hervé Matt et Xavier Pavie ne pouvaient pas être là ce matin. Et donc, comme j'interviens de manière régulière, donc ils m'ont demandé de faire effectivement une présentation à la fois d'une vision un peu académique des enjeux autour des problématiques d'innovation dans les services, mais aussi pragmatique, parce que, comme vous venez de le dire, moi je suis plutôt en opérationnel, donc avec une double casquette et une casquette plutôt originale, parce que j'interviens à la fois dans le secteur financier et dans le secteur public. Ce qui n'est pas, effectivement, plutôt... on peut opposer ces deux domaines, mais moi j'interviens dans les deux. Ce qui fait que j'ai des clients aussi bien dans le domaine bancaire, dans le domaine d'assurance, qu'au niveau de la DGCS, au niveau des ministères, de la DG6, SGMAP, etc. Donc, alors, effectivement, la première question qui est... à laquelle j'ai souhaité apporter un début de réponse, c'était de dire finalement pourquoi il faut innover. Et aujourd'hui, je pense qu'on l'a entendu, moi je crois profondément au fait que l'innovation est aujourd'hui inévitable. Et notamment dans le secteur public, mais finalement dans le secteur privé, on a exactement les mêmes enjeux, à savoir, pour moi, il y a trois phénomènes qui poussent à l'innovation. Il y a un premier phénomène qui est tout simplement, en face de nous, on a des clients ou des usagers qui ont complètement évolué. Et donc, on a une évolution de la demande et des besoins qui est complètement différente par rapport à il y a quelques années. Le deuxième moteur de transformation qui pousse à l'innovation, c'est bien évidemment, il faut faire mieux avec moins d'argent. Et cette contrainte-là, elle existe dans le public, mais aussi dans le privé. Et troisième élément qui pousse à l'innovation, c'est aussi la nécessité d'impliquer les collaborateurs dans la vie d'entreprise ou dans la vie d'une administration, et donc on fait en sorte à ce qu'on puisse les manager différemment. Et effectivement, je pense que vous venez de le dire, hein, ce qui a été mis en place dans le cadre de Pôle emploi, c'est aussi une manière d'impliquer les collaborateurs dans le processus d'innovation, mais au-delà, et on le verra tout à l'heure, dans la vie d'entreprise ou d'une administration. Donc, je vais juste passer. Alors, pourquoi la demande et les besoins des usagers et des clients ont évolué? En fait, pour moi, il y a un facteur qui explique cette évolution-là, c'est la transformation digitale. Donc, je sais que tout le monde vous parle de la transformation digitale, mais pour une fois, un truc de consultant, c'est vraiment un truc qui est important, hein. C'est pas juste voilà, transformation digitale, il faut faire du digital, c'est vraiment quelque chose qui bouleverse complètement l'ensemble des secteurs d'activité. Et j'ai plein d'exemples des secteurs d'activité ou secteurs économiques où la transformation digitale est en train de changer complètement les règles de jeu. Donc je vais passer rapidement, mais effectivement tout s'accélère. Aujourd'hui, dans les 30 dernières années, il y a eu plus d'innovation que dans les 100 dernières années. Aujourd'hui, la consommation change. Partez de votre exemple, enfin de ce que vous faites vous, quand vous souhaitez partir en voyage, quand vous souhaitez aller dans un restaurant, c'est quoi le premier réflexe? C'est TripAdvisor, c'est Booking.com. Donc en fait, on est passé dans une consommation, et je pense que c'est quelque chose qui s'applique aussi dans le secteur public, où on se fie beaucoup plus à la recommandation qu'à l'image qu'on a nous-mêmes d'une entreprise ou d'une administration. On produit énormément de données. Tout le monde met des photos, je m'en suis sûr que depuis ce matin, il y a plein de tweets, plein de photos, plein de Facebook. Donc vous avez posté énormément de choses. Rien qu'en 2013, on a produit plus de données
que dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et aussi, il y a une énorme confusion, notamment dans tout ce qui est nouvelle génération, donc les digital natives, entre finalement ce qui est l'identité virtuelle et l'identité réelle. Voilà, on ne sait pas très bien est-ce qu'on existe davantage sur Facebook ou dans la vie réelle, et pour le monde professionnel, on fait énormément de choses sur des réseaux professionnels, donc du coup, il y a une vraie confusion entre les deux. Donc si je... Pardon. Deuxième élément de modification, c'est les contraintes sur les financements publics. Donc moi j'interviens, vous avez dit tout à l'heure, j'accompagne le gouvernement dans le cadre de la création de la Silver Economy. Donc j'ai participé à la rédaction du contrat des filières, et donc j'interviens beaucoup auprès des... En fait, je vais intervenir prochainement beaucoup auprès des conseils généraux et des conseils régionaux dans le cadre de la modernisation de leur action d'aide sociale. Et donc aujourd'hui, vous savez que le vieillissement de la population est un phénomène donc, qui aura un impact majeur sur l'ensemble de l'économie française. Donc juste quelques chiffres, hein, c'est aujourd'hui, vous voyez, un tiers de la population donc, aura plus de 60 ans, contre un quart aujourd'hui. Vous avez parlé du Limousin, c'est déjà le cas dans le Limousin. Et on voit l'impact que ça a sur l'ensemble de la vie locale. Aujourd'hui, il y a plus de naissances de seniors que de naissances des enfants. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'innove pas, c'est-à-dire si on reste uniquement dans une problématique qui consiste à dire comment je vais financer la dépendance, comment je vais augmenter le budget de l'APA ou de PCH, on ne va pas s'en sortir. Donc il faut innover dans le sens où, typiquement sur une question de la dépendance, de questions de financement des aides publiques, si on continue comme ça, les finances publiques ne tiendront pas. Donc on est obligé de se poser les questions différemment. Donc ça veut dire très concrètement que demain, ce qu'on souhaite faire par exemple dans la Silver Economy, c'est financer beaucoup plus les problématiques de prévention que les problématiques de prise en charge de la dépendance lourde. Donc là aussi, je pourrais, comme vous, passer quelques heures à parler de problématiques de prévention et le fait qu'il y a 400 000 chutes par an, que ça coûte 2 milliards à la Sécu, etc., etc. Donc si demain on n'investit pas dans la prévention, et si on se contente uniquement de verser l'APA et PCH dans les conditions actuelles, donc les finances des conseils généraux, des conseils régionaux ou de l'État ne tiendront pas. Donc on est obligé d'innover dans l'approche, à la fois dans la conception, mais aussi dans la réalisation des services. Et donc, troisième élément, donc, je disais l'implication des collaborateurs. Innovation, c'est aussi un moyen de manager les collaborateurs différemment. Et donc, je vais passer assez rapidement, mais on a beaucoup parlé des dispositifs d'innovation participative. Les salariés, secteur public, secteur privé, sont demandeurs de participer à ce type de dispositif. Par contre, nous, ce qu'on constate, c'est que ce soit dans le domaine privé ou le public, en fait, il y a très peu d'organisations qui sont capables de produire de l'innovation. En fait, c'est très compliqué. Vous avez parlé beaucoup des expérimentations. Moi, ce que je vois, par exemple, dans la Silver Economy, c'est toute une économie qui s'est créée autour des pratiques d'expérimentation qui n'aboutissent jamais à rien. Le nombre d'appels à projets qui sont financés sur des fonds publics, mais en fait, il y a des gens qui ne font que des projets, qui n'ont jamais fait quelque chose de concret. Voilà, ça devient une finalité de faire des projets. Et donc, ça c'est problématique parce qu'il y en a beaucoup, ça coûte très cher et en fait, on ne voit jamais un résultat. Et à chaque fois maintenant, quand je vois un appel à projet, franchement, j'arrive plus, j'efface le mail, j'en peux plus. Des appels à projets financés, voilà, c'est insupportable. En même temps, il faut le faire. Hein. Donc, la question se pose, comment fait-on pour aller plus loin ? Alors pourquoi on n'arrive pas à innover? Tout simplement parce que dans beaucoup d'organisations, il n'y a pas d'espace identifié à des problématiques de mise en place des démarches expérimentales et surtout on n'arrive pas, soit on fait que de l'expérimentation et ça reste de l'expérimentation, soit on met tout de suite en production, on généralise et on se dit ben non en fait ça marche pas donc on n'innove pas. Donc il n'y a pas d'agilité qui consiste à dire je lance dans une petite échelle, je regarde comment ça marche, je modifie et ensuite j'avance. La question d'innovation participative. Donc, je ne sais pas ce qui a été fait au niveau de Pôle emploi, mais en fait, les premiers projets datent d'il y a une dizaine d'années, et en fait, ça ne marche pas trop. Ça s'essouffle un peu. Déjà, ça coûte très cher à mettre en place. Les idées, c'est bien, mais en fait, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire avec des idées. Il y a très peu de calculs de ROI, qu'est-ce que ça apporte vraiment. Donc, l'innovation participative, c'est super, c'est intéressant. Je pense qu'il faut le faire.
Mais ça coûte cher et franchement aujourd'hui, moi les programmes que je vois, notamment dans le secteur financier, aujourd'hui, voilà, c'est plus du marketing que de la réelle source de l'innovation. Et le troisième point, c'est que, et ça n'existe absolument pas en France, mais ça existe dans les autres pays, c'est que ce soit les clients ou les usagers, on les applique absolument pas dans le processus d'innovation. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui se posent la question de la co-construction des produits, mais là aussi, c'est beaucoup du marketing, c'est-à-dire on n'arrive pas à faire ce qu'on arrive à faire aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, à savoir, ça compte vraiment. Au départ, on a plein de bonnes intentions sur le fait qu'il faut impliquer les clients ou les collaborateurs, mais derrière, très vite, ça tourne, mais finalement, en fait, ça m'arrange pas trop, donc je vais plutôt aller chercher à satisfaire mes propres intérêts que vraiment aller dans le sens des clients. Je vais vite, hein, mais si vous avez des questions... Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'innovation, c'est pas du hasard. C'est-à-dire que l'innovation, c'est pas juste d'avoir un département de R&D, et c'est pas quelque chose qui est fait de manière ponctuelle. C'est un état d'esprit. Et c'est une organisation qu'on est capable de d'écrire, de formaliser et d'industrialiser. Et notamment parce que ça repose en fait sur plusieurs piliers. Et chacun de ces piliers-là, on est capable de dire quels sont les éléments précis sur chacun des piliers qui déterminent la capacité d'une organisation d'être performante dans le domaine de l'innovation. Donc il y a 3 axes de performance. Un premier axe qui est la connaissance des clients et des usagers. C'est-à-dire qu'en fait, un exemple très concret, si vous êtes une entreprise ou si vous êtes une administration et si vous n'investissez pas à identifier quels sont les besoins de vos clients, de vos usagers. Donc très concrètement, si vous ne faites jamais des études clients, une veille, si vous ne faites jamais, donc vous ne serez pas capable d'innover. C'est-à-dire que ça ne vient pas comme ça, la connaissance des clients, des usagers. Donc, un facteur d'innovation, c'est le fait d'avoir un observatoire, des études benchmark, des focus group réguliers qui vous alimentent dans la connaissance des clients et des usagers. Deuxième axe de performance, c'est le fait d'être performant dans la production de vos, dans la diffusion, dans la distribution de vos produits et des services. Là, pareil, si votre service, votre produit, votre service, il est lancé sur la base de rien, à savoir d'aucune étude de marché, d'aucune connaissance des besoins de clients, etc., ça ne va pas marcher. Alors que le source de l'innovation, il est là. Et le troisième élément, c'est bien évidemment l'excellence opérationnelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis en place un processus d'amélioration continue de votre organisation, de votre process, de vos systèmes d'information, en réalité, vous n'êtes pas capable d'innover. Vous n'êtes pas capable d'innover, ce n'est pas possible, ça ne peut pas tomber juste du ciel. Donc, la question de l'excellence opérationnelle, moi j'ai travaillé beaucoup sur la question de gestion des réclamations dans le secteur privé, dans le secteur public. Il n'y a pas une banque ou une compagnie d'assurance qui dispose d'un système où les réclamations sont intégrées dans un processus, de manière industrielle dans le processus d'amélioration continue. Alors que c'est quand même une source principale d'identification des dysfonctionnements et d'amélioration de ce que vous allez faire. Donc c'est quand même fou de se dire que là, il y a des clients qui nous disent quelque chose et on se contente de le présenter une fois par mois en disant « Ouais, on a 46 réclamations sur ce truc-là, on en fait quoi ?» Je ne sais pas, on verra. Bon, voilà. Et donc, la conclusion donc, de l'introduction, mais aussi de la table ronde, c'est dire, en fait, ce qui est génial quand même en ce qui concerne l'innovation, c'est qu'on a cette transformation digitale. En fait, on a ces possibilités. Donc, le digital, c'est à la fois une cause, une conséquence et un moyen d'être meilleur dans l'innovation. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur cette transformation digitale, finalement, pour accélérer le processus d'innovation. Et ça repose sur 4 piliers. Un premier pilier qui est tout ce qui touche à des clients, donc moi j'appelle ça e-customer, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer en termes de produits et services digitaux pour le compte de nos clients, de nos usagers. Deuxième pilier, c'est tout ce qui touche à des process, à des systèmes d'information. Quand vous avez un système d'information qui date des années 70, vous n'êtes pas capable d'innover, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, c'est impossible de le faire. Si vous n'avez pas un outil qui vous permet d'exploiter les données de vos clients, vous n'êtes pas capable d'innover. Donc ça ne sert à rien d'avoir de l'innovation participative si votre système d'information date des années 70. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas oublier les collaborateurs. C'est-à-dire on ne va pas faire de la transformation digitale, on ne va pas innover si on n'a pas accompagné les collaborateurs, les agents, en leur disant mais c'est quoi l'impact du digital sur vous et de quelle manière on vous accompagne dans la transformation digitale. Donc très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez en place une page Facebook
dans laquelle vous êtes censé interagir avec vos clients ou vos usagers, si vous n'avez pas formé la personne qui, auparavant, avant de répondre à un client, avait besoin de demander 4 autorisations, et là, on lui demande de répondre en temps réel à un client. Ce n'est pas possible. Donc, le pilier de transformation digitale auprès des collaborateurs est essentiel. Et le digital, c'est aussi une opportunité, finalement, de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire différemment par rapport à ce que je fais aujourd'hui? Donc, c'est la notion de l'opportunité. Et le digital, c'est une opportunité pour faire des choses différemment. Je parlais des conseils généraux. Effectivement, pour les conseils généraux, pour les conseils régionaux, dans le cadre de leur action sociale, le digital, même pour les personnes âgées qui adorent les tablettes, est un moyen de faire les choses différemment par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et merci, merci pour la personne âgée qui aime bien les tablettes. Et j'adore les tablettes. Alors, écoutez, on n'est pas trop mal au niveau de l'horaire, donc je propose qu'on passe aux questions. Et puis, je vais vous demander à chacun d'être extrêmement court dans vos réponses, parce qu'il y a pas mal de questions, je pense, qui vont venir de la salle. Donc, il y a un micro-baladeur. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Filipovic, excusez-moi, voilà, sur l'usager, la place de l'usager, on a une question pour Pôle emploi qui est très intéressante. Je vais la pousser en... Voilà, c'est quelle est la place de l'usager dans la vie de l'idée chez Pôle emploi? Voilà, c'est vrai qu'on parle de l'idée qui vient d'un agent, mais et l'usager? Alors, est-ce qu'il a le droit de soumettre une idée? Vu le temps imparti, je n'ai pas forcément tout dit. Mais effectivement, l'idée, d'ailleurs, la plupart des idées concernent les demandeurs d'emploi. Quand on regarde, parce que sur la page d'accueil, il y a un nuage de mots qui montre les idées, elles se rapportent à quelle cible. Donc effectivement, c'est bien l'innovation, c'est bien qu'elle ait à la fois des enjeux très concrets et une portée applicative avec une valeur ajoutée pour le demandeur d'emploi, pour le recruteur, pour les collaborateurs de Pôle emploi. Le fait d'impliquer la plateforme collaborative, c'est la première étape. Vous avez remarqué, pour l'instant, on s'oriente sur l'interne. On s'oriente sur plutôt les collaborateurs de Pôle emploi, qui sont en relation avec les demandeurs d'emploi ou avec les recruteurs. La deuxième étape, mais qu'on va faire d'une manière maîtrisée, il faut commencer, vous avez vu déjà le timing, 2013, pilote, généralisation, effectivement 2014, mais notre ambition, c'est d'ouvrir cette plateforme collaborative à l'externe, d'une manière maîtrisée. Parce que quelque part, ça crée aussi des... Voilà. Par contre, la chose que je n'ai pas eu aussi l'occasion de dire, c'est que pour accélérer, parce qu'on l'a dit au tout début, on a des temps de développement, on a des temps entre une expression de besoin et une mise en production, et encore, à Pôle emploi, on est sur des schémas de 1 an. Et encore, la mise en production, c'est le premier lot qui peut dénaturer le besoin initial. Donc l'idée, c'est d'avoir un autre mode de fonctionnement, donc en installant donc un lab Pôle emploi avec toutes les parties prenantes, y compris les demandeurs d'emploi, avec des séances de créativité qui, en présence à la fois des directions métiers, à la fois avec des expertises, à la fois avec des startups, à la fois avec des développeurs qui sont présents pour proposer tout de suite par itération des maquettes. Très bien. Donc on va créer un lab éphémère dans un premier temps avec un thème bien précis, mais il a été acté par la direction générale qu'il y aurait un lab pérenne dans la foulée. Alors une question pour M. Filipovic. Finalement, la performance revêt les mêmes enjeux dans le privé et le public. C'est brièvement. Oui, je pense que c'est exactement la même chose. Donc, et pendant très longtemps, on a opposé effectivement le privé et le public, mais pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, ce qui a changé finalement, c'est les clients, c'est les usagers. Donc c'est nous qui avons changé. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui pousse à la fois les entreprises privées, mais aussi les administrations, à faire en sorte à ce qu'on soit capable de mieux répondre à cette évolution de la demande et des besoins. Donc pour moi, il n'y a aucune différence. Et la transformation, c'est pas une question de finalité en termes de financier, en termes de résultats. C'est tout simplement, est-ce qu'on est capable de mieux répondre à la demande de nos clients ou de nos usagers?
projet. Donc de ce point de vue-là, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors une autre question, et puis si vous avez des questions que vous souhaitez poser de manière plus naturelle, hein, vous levez la main et on vous amène un micro, il n'y a pas de souci. Il y a une très bonne question, hein, puisqu'on parle de l'humain, et la réalité de l'accueil humain dans tout ça. Est-ce que l'évolution des nouvelles technologies de l'info, c'est bien, mais à quel prix dans l'action sociale? Le sourire humain, c'est important, l'accueil physique. Est-ce qu'on peut les remplacer? Je crois pas. Oui, mais allez-y. Moi, j'ai le sentiment que c'est que là, dans les présentations, il y a malgré tout un hiatus qui demeure entre high-tech et low-tech, entre innovation numérique notamment, ou innovation technologique et innovation sociale. Moi, j'ai le sentiment qu'elles sont susceptibles d'aller de pair, encore faut-il le vouloir. Et ça, on le voit tant au niveau européen qu'au niveau national, qu'au niveau des entreprises ou des collectivités. Il y a encore une vision très technologique de l'innovation, que justement la notion d'innovation sociale essaye de battre en brèche en se disant voilà, l'innovation, et j'étais d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites tout à l'heure, mais pas tout, notamment sur la question, voilà, on ne peut pas innover avec un système de traitement de l'information des années 70. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de révolution numérique en Afrique en ce moment. Parce qu'ils le font avec des portables qui sont certes pas des années 70, mais qui ne sont pas de la dernière génération, qui ne sont pas des smartphones. Et l'innovation vient du décalage technologique. Voilà, à travers les usages. Donc ça ne va pas l'un contre l'autre, et notamment en matière de politique sociale. On essaye de voir dans les projets qu'on suit, ou dans les innovations qu'on suit, qui est une fertilisation mutuelle entre ces différents niveaux d'innovation, et qu'on n'hésite pas à combiner, quoi. Il n'y a pas one best way. Parfois, il y a notamment dans l'administration une fascination pour les outils du numérique en se disant c'est ça qui va moderniser. Or, je crois que le SDMAP en est bien conscient, il le voit au quotidien. Des fois, c'est la combinaison du numérique et de choses très terre-à-terre et basiques avec le contact humain. Alors une question pour Maxime Barbier. Ouais, alors brièvement, parce que c'est pas mal qu'on tourne. Non, la question est intéressante et effectivement, c'est vraiment complémentaire. Hein. Tout ce qui est humain et tout ce qui est digital, c'est complémentaire, c'est pas en opposition. Et d'ailleurs, on a fait une étude récemment pour l'OCDE, justement pour mettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'innovation technologique et pas d'innovation d'usage complémentaires par rapport à des problématiques technologiques. Mais pour parler de ce que je disais tout à l'heure dans l'action sociale des conseils généraux, 2 exemples. Vous avez encore beaucoup de conseils généraux dans lesquels vous avez entre 10 et 15 personnes qui font de la vérification de la conformité des heures qui sont réalisées par les prestataires de services. Ça n'a aucune valeur ajoutée que ce soit fait manuellement par 15 personnes dans un back-office, dans un conseil général. Ça n'a pas d'usage. Il vaudrait mieux que ces personnes-là travaillent sur la qualité des prestations. Deuxième élément, évaluation. Évaluation qui est faite par les acteurs sociaux. Si demain, les évaluateurs ont la possibilité de faire des évaluations sur un outil comme la tablette ou sur un ordinateur et que cette derrière soit diffusée à l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les résultats de l'évaluation multidimensionnelle de la personne, ça c'est de l'humain et du digital, mais de l'humain et du digital efficace. Et donc là, la technologie apporte une qualité de service et fait en sorte à ce que les personnes se concentrent là où elle apporte de la valeur ajoutée. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, vous les posez. La dame qui est là-bas a le micro en main. Vous lui faites coucou et elle vous apporte le micro. Alors, on a une question pour Maxime Barbier. Comment rendre les allers-retours entre le local et le national possible, entre l'administration terrain et l'administration centrale réellement effectif? Comment faire pour que l'innovation soit réellement partagée et ne reste pas dans un entre-soi de chercheurs, de designers? Voilà. Et après, de quels outils se doter? Intéressant. Oui, on pourrait y passer longtemps. Par rapport à la première partie de la question, vous faites mention, enfin vous parlez du dispositif que j'évoquais tout à l'heure de résidence, qui consiste à projeter en fait une équipe en immersion sur un terrain pendant plusieurs semaines et de construire avec les acteurs locaux des solutions. Et effectivement, comment on fait cet aller-retour, ce jeu d'ascenseur permanent? C'est justement en projetant les gens de l'administration centrale sur le terrain. Je vais vous donner juste l'exemple de Cluny,
Cluny, dans lequel on a justement travaillé sur l'amélioration des services, de l'accès aux services publics de proximité, c'est très simple. C'est juste anecdotique, c'est pour vous montrer l'esprit. La conseillère de François Hollande, en termes sur les services publics, la conseillère sur les problématiques d'aménagement du territoire, sont venus passer une journée entière et les directeurs du SGMAP sont également allés à Cluny pour non pas voir comment ça marchait, et on leur aurait présenté, si ça avait été le cas, on leur aurait présenté des choses qui marchent très bien. En l'occurrence, ils sont venus essayer eux-mêmes. La conseillère de François Hollande, elle est allée tester des solutions, elle est allée dans des pharmacies pour demander aux pharmacies s'ils étaient prêtes à relayer de l'information sur les services publics. Elle est allée dans des guichets de poste, elle est allée dans des bars tabac. Et donc, tout ça pour dire que tout ça est anecdotique, mais c'est-à-dire que c'est pas réservé à un petit groupe de gens qui vont travailler, qui vont faire le projet et qui vont livrer leurs recommandations. C'est que dès le départ, en fait, il faut impliquer les gens qui seront les décisionnaires des mesures et les parties prenantes. Et nous, notre enjeu, c'est de faire ce rôle d'agrégation, d'assembleur pour mobiliser tout le monde. Et après, pour la deuxième question, alors elle est super dure, c'est comment on ne reste pas dans un entre-soi, chercheur, designer, professionnel de l'innovation, autodéclaré ou je ne sais pas quoi. Déjà, moi je pense qu'il y a deux choses. Il y en a une qui consiste à, c'est peut-être bateau, mais il faut en parler beaucoup plus, valoriser beaucoup plus, communiquer beaucoup plus autour de ce qui est réalisé, des initiatives, des échecs. Et à ce titre, alors c'est pas une annonce, il faut pas retrouver ça sur Twitter, mais on travaille sur une semaine de l'innovation publique au mois de novembre, où l'ensemble des acteurs, ministères, collectivités, acteurs de l'économie sociale et solidaire, start-up, etc., écoles, vont engager un mouvement pour mettre sur la place publique, pour les professionnels, mais également pour le grand public, ce qu'est l'innovation publique. Et alors, moi j'ai presque envie de dire, et quitte à être un peu polémique, comment on parle plus d'innovation? Moi j'ai un ras-le-bol en fait, et en fait, a priori on va décider de plus parler d'innovation dans nos actions. Et on est au cœur du sujet de diffusion de la culture de l'innovation. En fait, c'est diffusion d'une nouvelle culture administrative. C'est un peu l'après New Public Management avec des nouvelles façons comme je vous disais, de conduire les transformations, nouvelles façons de mobiliser les gens, nouvelles façons de travailler avec les services déconcentrés, nouvelles façons de décider l'action publique, nouvelles façons d'impliquer les usagers. Et c'est ça qu'il faut qu'on montre. Il ne faut pas qu'on parle d'innovation et qu'on reste dans un entre-soi. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on s'appelle Futur Public et on ne s'appelle pas Laboratoire d'innovation de l'État ou comme on avait pu l'imaginer à un moment. Voilà, donc dépassons ce mot innovation et le concept dans lequel on s'enferme, je pense, trop. Merci Maxime Barbier. Une question dans la salle? Alors s'il n'y a pas de questions dans la salle, j'ai une question qui est parvenue par SMS qui est également très intéressante. Est-ce que la performance et l'agilité ne sont-elles pas freinées par la surabondance de normes? Comment y remédier? C'est une question vraiment très intéressante. Qui veut y répondre? Je ne sais pas, Michel Arnaud-Diaz, est-ce que Diaz voulait répondre ou... vous les normes, ouais, mais bon. Juste un mot peut-être. Monsieur. Parfois, l'innovation sociale devrait résulter, mais alors là c'est un sacré challenge en France, de l'adaptation des normes, et notamment de leur adaptation à la marge. Cela dit, sur le terrain, on voit que ça se fait. C'est-à-dire que quand on est vraiment sur une piste stimulante, innovante, où il y a des volontés, où il y a des besoins auxquels on peut répondre et qu'il y a des normes qui coincent, le fait justement d'avoir un écosystème qui fonctionne, d'avoir autour de la table ou autour du terrain des responsables publics, fait qu'on trouve des accommodements. On n'est pas en Poméranie ou en Prusse orientale, on est en France, donc on sait encore trouver des accommodements à la norme, mais c'est la volonté qui manque parfois. Et le fait de pointer où la norme coince une innovation, où elle bloque dans l'accueil des personnes, dans la qualification des personnels censés s'occuper de tel ou tel lieu, toutes les normes, notamment dans le domaine social, qui sont les plus nombreuses ou sanitaires, eh bien, on arrive souvent à trouver une solution pour contourner la norme sans l'abroger.
Alors, on dit depuis le départ que voilà, l'innovation doit venir d'en bas, il faut changer la culture, mais est-ce qu'il y a une résistance ou pas à l'innovation? Il y a une bonne question là. Comment gérer les résistances au changement dans les services? Est-ce que, Madame Arnaud-Diaz, dans l'expérimentation que vous avez menée, cette piste d'innovation sociale que vous avez suscitée, est-ce qu'il y a eu quand même des résistances en bas, comme on dit? Et en haut, c'est une très bonne remarque, tout à fait. On a compris, ça vous a pris 3 ans, donc on a déjà la réponse pour le en haut. Mais au plus près du terrain. Prenez le micro, s'il vous plaît, madame. Finalement, en haut plus qu'en bas, comme souvent d'ailleurs. Donc, la vérité, c'est que les 4 régions pilotes, bon, qui ont plutôt dit oui, on les a sollicités. Et bon, certaines disaient bon, on y va, mais et franchement, au bout d'un an, mais ils sont super impliqués. Ils n'ont pas eu de prime. C'est du boulot en plus. Dans leur DR, là-bas, sur le terrain, comme on dit, mais c'est encore une fantaisie de la centrale, l'innovation sociale, évidemment, à Paris. Moi, je suis de Perpignan, donc je sais à Paris, à la capitale, ils sont très branchés, ils sont toujours super à la mode. Donc voilà comment on a été un peu ressentis. Des DR, non, on ne peut pas dire que ça... Ils ont dit, ah, c'est super. Ils se sont confrontés à l'incompréhension. Comme c'était la centrale qui lançait l'initiative, ben les DR, alors là, pour les directeurs, c'est difficile de dire non quand même. Mais je vous assure, il n'y a pas eu de temps en plus dégagé pour les... Là, je parle des agents qui s'y sont collés, hein, c'est-à-dire nos contacts à nous, les personnes de sang et de chair. Donc, pas de prime, pas de temps dégagé, pas mais de l'adhésion de leur part. De l'adhésion de leur part et du coup, vous voyez, donc oui, voilà, les résistances au changement dans les services, franchement, je n'aime pas cette façon de formuler la chose, à dire vrai. Je pense que c'est les résistances au changement dans la société française. Je pense qu'on est, pour avoir vécu plusieurs années dans plusieurs étrangers, enfin dans des pays très différents en plus, de cultures très différentes, je peux vous dire qu'on est rétif au changement. Hein. On aime les révolutions, éventuellement, mais non, on est rétif au changement, vraiment. On n'a pas de processus d'évolution, de faire évoluer notre corps social. Il y a un problème. Donc voilà, moi, je transformerai cette question, pardonnez-moi, en gérer les résistances au changement en France. Voilà, c'est pour ça que je parle de révolution culturelle.